Dans le Paris tourmenté de la Belle Époque, une simple nuit de pluie suffit à bouleverser deux destins. Une mère rejetée par tous, chassée de son logis, lutte pour protéger son enfant, tandis qu'un magnate veuf enterre les derniers fragments de son passé. Lorsque leurs chemins se croisent, sous la lueur tremblante d'un fiacre lancé à toute allure, un secret enfoui s'apprête à ressurgir. Et dans le silence lourd d'un hôtel endeuillé, un choix impossible naîtra, écouter la raison ou céder au désir. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, atteignons bientôt les 1000 abonnés et donnons vie à d'autres romances inoubliables. Paris, 1897. La pluie tombait comme un voile obstiné sur les toits de Montmartre, glissant le long des ardoises sombres avec une insistance presque cruelle. Dans la petite mansarde où vivait Blanche Morel, la flamme vacillante de la lampe à pétrole révélait les ombres des bobines, des étoffes et des épingles éparpillées sur la table. Elle travaillait depuis des heures, les doigts légèrement engourdis, le souffle retenu chaque fois que le vent faisait trembler les vitres. Cette nuit, comme tant d'autres, elle cousait pour survivre, mais surtout pour protéger ce qu'elle avait de plus précieux, son petit garçon Étienne, endormi quelques étages plus bas chez Madeleine Rousset, la seule âme bienveillante du quartier. Il était presque minuit lorsque des pas lourds et menaçants résonnèrent dans l'escalier. Blanche prit une inspiration nerveuse, rangea en vitesse les pièces de tissu et se leva, au moment où l'on frappa violemment à sa porte. Un homme, large d'épaules et rouge de colère, entra presque sans invitation. « Mademoiselle Morel, je vous avais prévenu. Le loyer, c'était ce matin. Vous croyez que la pitié paie les factures ?» La voix était dure, pleine d'un mépris dont elle avait appris à détourner les yeux. « Je vous l'apporterai demain, monsieur. Je vous en donne ma parole, » répondit-elle d'une voix calme, maîtrisée, bien plus solide qu'elle ne se sentait. « Votre parole? Une femme comme vous ne vit que de promesses creuses, » cracha-t-il en la toisant du regard. « Les mères célibataires, toujours un problème, jamais une solution. » Blanche sentit son cœur se serrer. Cette humiliation, elle la connaissait trop bien. Elle ne pouvait permettre que ce voisin brutal éveille les soupçons, qu'il crie un peu trop fort, qu'il parle de l'enfant qu'elle cachait avec tant de soin. Elle recula d'un pas, tentant de préserver un peu d'espace, un peu de dignité. « Je partirai demain matin, » murmura-t-elle. « Vous partirez maintenant, avant que je ne change d'avis. » Il claqua la porte derrière lui. Un instant, Blanche resta immobile, la respiration coupée. Puis elle prit son manteau usé, serra son châle contre ses épaules, prit son maigre sac et descendit en silence, les marches raides. Elle ne pouvait pas rester, pas une nuit de plus. Pas avec la menace planant autour d'Étienne. Dans la rue, la pluie la fouettait sans grâce. Elle pressa le pas, traversant les ruelles pavées où les réverbères projetaient des lueurs dorées sur le sol détrempé. À chaque battement de son cœur, elle pensait à son fils. Elle devait le protéger, le garder hors de portée du jugement du monde. Plus elle descendait vers les quartiers plus riches, plus les façades changeaient. Les maisons devenaient lourdes de statues, de balcons en fer forgé, de lumière chaude derrière les rideaux épais. Et soudain, une lueur étrange attira son attention. Devant un vaste hôtel particulier, des domestiques alignés tenaient des torches, comme des sentinelles dans la nuit. Un corbillard noir, orné de lys argentés, attendait immobile. On murmurait, on pleurait. Une solennité terrible flottait dans l'air saturé de pluie et de parfums chers. Blanche ralentit, saisie malgré elle par ce tableau d'un autre monde. Elle n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Un enfant, une fillette d'environ 5 ans, échappa à la main d'une gouvernante et, en un seul instant, glissa sur les pavés mouillés. Une voiture approchait. Blanche sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle se jeta en avant, attrapa l'enfant, la serra contre elle et roula avec elle sur le côté, hors de la trajectoire du fiacre. La gouvernante cria. Les domestiques s'agitèrent, et le silence lourd qui entourait le deuil fut brisé par des exclamations alarmées. Blanche, trempée, haletante, se redressa lentement, tenant encore la fillette contre elle. Elle n'eut pas le temps de se relever complètement que quelqu'un s'approcha d'un pas rapide. Lui,
René de Vauclair, un homme dont la silhouette imposante semblait faite pour dominer les couloirs du pouvoir. Il portait un manteau noir d'une coupe parfaite, et sous sa chevelure brun foncé, son regard profond s'attarda sur Blanche avec une intensité presque déroutante. Il semblait tout droit sorti d'un portrait, mais un portrait brisé. Le deuil venait de creuser quelque chose d'indicible dans son regard. « Vous l'avez sauvé », dit-il d'une voix grave, maîtrisée, mais traversée d'un souffle de stupeur. Blanche baissa le regard. « Ce n'est rien, monsieur. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. » Il se pencha légèrement, observa la fillette qu'un domestique venait de reprendre, puis fixa à nouveau Blanche. La pluie ruisselait sur ses joues, collait ses mèches sombres à son front. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Paris regarde beaucoup, agit peu. Elle sentit ses joues s'échauffer, non de gêne, mais d'un trouble qu'elle ne pouvait expliquer. « Je dois y aller, monsieur. Je ne veux pas déranger. » René de Vauclair la contempla une seconde de trop. « Puis-je au moins savoir votre nom ?»« Blanche. Blanche Morel, » souffla-t-elle. Il hocha la tête comme si ce nom venait de prendre place dans un recoin de sa mémoire. « Je vous remercie, mademoiselle Morel. Vous avez toute ma gratitude. » Elle inclina légèrement la tête et s'éloigna, tremblante, le cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Elle n'était qu'une ouvrière anonyme, et lui un magnate veuf, dont la fortune soutenait la moitié de Paris. Entre eux, il ne pouvait rien y avoir d'autre qu'un hasard de pluie et de courage. Pourtant, lorsqu'elle retrouva Madeleine et prit Étienne dans ses bras, Blanche sentit que quelque chose avait changé, et ce sentiment devint certitude le lendemain matin lorsqu'un messager en livrée frappa à sa porte. Une enveloppe crème, scellée d'un V doré, une convocation. Un nom inscrit en lettres élégantes, René de Vauclair. Blanche sentit ses doigts trembler légèrement. Le destin venait, une fois encore, de choisir pour elle. Elle referma la porte, regarda Étienne dormir dans ses couvertures usées et murmura d'une voix blessée mais déterminée, « Mon petit, quoi qu'il arrive, je te protégerai, je te le promets. » Elle ignorait encore qu'un homme, quelque part dans un hôtel illuminé, prononçait la même promesse en silence. Lorsque Blanche quitta Montmartre avec Étienne serré contre elle, Paris n'avait pas encore fini de se réveiller. Les premiers rayons du matin glissaient sur les pavés, effaçant peu à peu les traces de la pluie nocturne. Une brume légère enveloppait les façades haussmanniennes, adoucissant les contours du monde, comme si la ville voulait lui offrir un court instant de douceur avant qu'elle ne franchisse un seuil dangereux. Étienne, ensommeillé, tenait sa petite main dans la sienne, et Blanche sentait son cœur battre un peu trop vite, comme si chaque pas la rapprochait d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. L'hôtel particulier des Vauclair se dressait devant eux avec une majesté presque intimidante. De hautes colonnes soutenaient un perron de pierre claire, et les fenêtres ornées de balcons en fer forgé réfléchissaient la lumière d'une manière solennelle. Blanche inspira profondément. Jamais elle n'aurait imaginé pénétrer dans un lieu pareil, encore moins en tant qu'invitée. Pourtant, la lettre scellée portait bien son nom, écrit d'une main sûre. Elle se présenta à la grille où un domestique en livrée, impassible, l'invita à entrer. « Mademoiselle Morel, monsieur de Vauclair vous attend. » Ces mots, prononcés avec une politesse distante, firent vibrer quelque chose en elle. Elle hocha simplement la tête, puis suivit l'homme à travers le vaste jardin d'hiver jusqu'à l'entrée principale. À l'intérieur, l'air était différent, plus calme, plus lourd, comme chargé d'histoire et de secrets. Les murs étaient décorés de tableaux, représentant des paysages lointains, et les tapis épais étouffaient le moindre pas. Chaque détail semblait avoir été pensé pour impressionner. Les moulures dorées, les tentures en velours, les vases de porcelaine, les lustres suspendus au plafond. Étienne serra la main de Blanche. « Maman, c'est grand ici, » murmura-t-il. Elle caressa doucement sa joue. « Reste près de moi, mon ange. Tout ira bien. » Elle espérait que sa voix fût assez stable pour le rassurer. En vérité, elle n'avait jamais eu aussi peur. Un majordome aux cheveux grisonnants, raide comme une statue, se présenta. « Monsieur Charvet, majordome de la maison. Monsieur de Vauclair vous attend dans son bureau, mademoiselle Morel. Quant à l'enfant… » Blanche se raidit aussitôt.
Mon fils reste avec moi, répondit-elle, d'une fermeté qui surprit même Étienne. Le majordome cligna des yeux, surpris qu'une femme d'apparence si simple ose interrompre son autorité. Mais il comprit vite que cette mère-là ne négociait pas lorsqu'il s'agissait de son enfant. « Très bien, dit-il avec un léger hochement de tête. Suivez-moi. » On les conduisit jusqu'à une grande porte de bois sombre. Le majordome frappa 2 fois, puis ouvrit. René de Vauclair, debout près d'une large fenêtre donnant sur la cour intérieure, se retourna dès qu'il entendit leur entrée. La lumière du matin tombait en oblique sur son visage, révélant la fatigue discrète qui soulignait ses traits, mais aussi cette force contenue qu'il portait comme une seconde peau. Il s'avança lentement, son regard se fixant d'abord sur Blanche, puis sur l'enfant. « Mademoiselle Morel, dit-il avec douceur. » Sa voix était grave, un peu voilée, comme si chaque mot traversait une couche de souvenirs douloureux. « Merci d'être venue. » Blanche s'inclina légèrement, tentant de cacher son trouble. « Je n'osais pas croire que votre convocation s'adressait réellement à moi, monsieur. Je crains de ne pas comprendre la raison de ma présence ici. » René la contempla un instant avec une attention qui la déstabilisa. « Vous avez sauvé une enfant de ma famille hier soir. Cela, mademoiselle, n'est pas un geste que l'on ignore. Venez, je vous en prie, asseyez-vous. » Blanche prit place sur un fauteuil rembourré, tandis qu'Étienne se tenait contre sa jupe. Elle posa une main sur son épaule pour l'apaiser. René observa la scène avec une douceur inattendue. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?» demanda-t-il en s'accroupissant légèrement pour être à hauteur de l'enfant. « Étienne » murmura le garçon. « C'est un très joli prénom. » L'enfant hocha timidement la tête. René se redressa et s'installa derrière son bureau. Pendant quelques instants, il sembla chercher ses mots comme si ce qu'il allait dire avait besoin d'une précision particulière. « Je vais être franc, mademoiselle Morel. Vous êtes entrée dans ma vie par un acte de bravoure inattendu. Et je crois que vous pourriez y jouer un rôle plus durable. » Blanche sentit un frisson lui parcourir la peau. « Monsieur, je ne suis qu'une couturière. Je ne comprends pas. Je cherche quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui ne soit pas corrompu par les intérêts, les alliances, les bavardages de la haute société. Une femme droite, une mère courageuse. » Elle baissa les yeux, bouleversée sans le montrer. « Monsieur, je ne suis pas certaine d'être la femme que vous décrivez. Je n'ai ni richesse, ni éducation élevée. Je n'ai que mes mains et mon honneur. Et cela suffit bien souvent davantage que tout le reste, » répondit-il avec une conviction douce. « Mais il y a quelque chose que je dois vous demander avant toute chose. » Il se pencha légèrement vers elle, ses yeux sombres cherchant quelque chose dans les siens. « Cet enfant, est-il votre fils ?» Blanche inspira doucement. Elle savait que le mensonge serait inutile. « Oui, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Étienne est mon fils, et je ferai tout pour le protéger. » René hocha lentement la tête, comme si cette réponse confirmait ce qu'il avait deviné la veille. « Je n'ai aucun jugement à porter sur votre situation. La vie impose parfois ses propres chemins, mais je vous demande une seule chose, la discrétion. Si vous acceptez ce que je vais vous proposer, votre fils devra rester en sécurité, à l'écart des regards, pour sa protection autant que pour la vôtre. » Blanche sentit son cœur se serrer. « Que souhaitez-vous exactement de moi, monsieur ?» René posa les mains sur son bureau, entrelaçant les doigts. « J'ai besoin d'une femme de confiance au sein de cette maison. Quelqu'un pour superviser certains travaux, apporter sobriété et ordre, travailler auprès du personnel de couture, mais surtout, quelqu'un qui ne trahira pas ma confiance. Les affaires de ma famille traversent une période instable, les alliances changent, les secrets circulent. Je ne peux plus me fier à beaucoup de gens. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce, presque blessée, « Vous me semblez être quelqu'un qui ne vendrait pas un secret pour quelques pièces d'or. Et cela, mademoiselle Morel, est devenu rare. » Elle releva lentement les yeux vers lui. Leur regard se croisa comme une tension silencieuse qui les enveloppa tous les deux. « Monsieur, si je dois accepter, je veux être clair. Je n'accepterai rien qui puisse nuire à mon fils. » Il inclina légèrement la tête, comme un aveu. « Je ne vous demanderai jamais une chose pareille. Je veux au contraire qu'il soit protégé. Vous et l'enfant aurez un logement sûr, ici, sous mon toit.
Vous ne manquerez de rien. J'imagine que Montmartre n'est pas indulgent avec vous. Blanche sentit sa gorge se nouer. Montmartre n'est indulgent avec personne, monsieur. Il esquissa un sourire triste. Alors, restez ici. Travaillez pour moi. Et je vous promets que personne ne vous fera de mal. Je ne tolère ni l'injustice ni l'ingratitude entre ces murs. Elle resta silencieuse quelques secondes, réfléchissant à la gravité de ce qu'elle allait accepter. Travailler ici signifiait entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Un monde de luxe, de secrets, de regards qui jugent. Monsieur, pourquoi moi? Vous pourriez choisir n'importe quelle femme bien née. Il répondit sans hésitation. Parce que vous avez risqué votre vie pour un enfant qui n'était pas le vôtre. Et aussi parce que lorsque vous me regardez, je n'ai pas l'impression d'être un homme fait d'acier. Je me sens humain. Cette phrase la frappa avec une douceur douloureuse. Elle détourna légèrement la tête pour cacher le trouble qui brûlait ses joues. « Je comprends. Alors, acceptez-vous » demanda-t-il, sa voix devenant plus basse, presque intime. Elle resserra sa main autour de celle d'Étienne. Elle pensa à la porte claquée, aux insultes, à la peur constante. Et à cet homme, debout devant elle, qui lui offrait un refuge, mais avec une promesse implicite d'ombres et de devoirs. « Oui, monsieur, j'accepte. » Il se leva lentement, contourna son bureau et s'approcha d'elle. La distance qui les séparait se réduisait avec une lenteur presque solennelle. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix douce, grave, chargée d'un respect qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. « Merci, Blanche. » Elle leva les yeux brusquement. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. « Je ferai tout pour ne pas vous décevoir, monsieur. Et moi, je ferai tout pour vous protéger. Vous et l'enfant. C'est une promesse. » Ce mot résonna dans l'air comme un serment sacré. Un domestique apparut alors à la porte. « Monsieur, vos associés attendent votre présence dans le salon rouge. » René hocha la tête, mais ne quitta pas Blanche du regard. « Je vous ferai parvenir vos appartements. Reposez-vous aujourd'hui. À partir de demain, votre vie changera. Mais sachez une chose. » Il approcha légèrement la main, sans oser la toucher, comme s'il craignait de profaner quelque chose de trop fragile. « Vous n'êtes plus seul ici. » Blanche sentit un souffle chaud traverser sa poitrine, une chaleur qu'elle n'avait plus ressentie depuis bien longtemps. Elle se leva, inclina de nouveau la tête et murmura « Merci, monsieur de Vauclair. » Elle quitta le bureau en tenant Étienne contre elle, le cœur battant à tout rompre. Tandis qu'elle s'éloignait, elle sentit un regard suivre chacun de ses pas, un regard lourd de promesses silencieuses. De son côté, René demeura immobile quelques instants, comme si la présence de cette femme, si simple et pourtant si lumineuse, avait déplacé quelque chose en lui. « Blanche », murmura-t-il, presque pour lui-même. Et dans l'air paisible du matin, le destin sut qu'il venait de sceller un lien que ni la pluie, ni le silence ne pourraient jamais effacer. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, lorsque Blanche ouvrit les yeux dans la petite chambre que l'on lui avait attribuée. Les murs clairs, le parquet poli, le mobilier simple mais raffiné composaient un décor auquel elle n'était pas habituée. Tout semblait trop immobile, trop silencieux, comme si la maison entière retenait son souffle. Étienne dormait encore dans le lit voisin, ses boucles châtain clair retombant sur son front. Blanche, assise au bord de son propre lit, observa un instant ce visage paisible. Elle songea à la veille, au bureau de René de Vauclair, à ces paroles graves qui avaient ouvert une porte inattendue dans sa vie. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller l'enfant et enfila sa robe de laine sombre. Lorsqu'elle quitta la chambre, un parfum léger de cire et de linge propre flottait dans le couloir. Les pas rapides des domestiques se devinaient au loin. Ici, tout semblait orchestré selon un rythme que Blanche ne connaissait pas encore. Et pourtant, elle sentait qu'elle faisait désormais partie de cette cadence discrète, qu'elle allait devoir s'y fondre pour survivre. Elle descendit l'escalier principal, ses doigts glissant presque malgré eux sur la rampe en acajou. À mesure qu'elle avançait, elle s'imprégnait de l'atmosphère majestueuse des lieux. Les tableaux au cadre doré, les miroirs imposants reflétant les chandeliers, les tapis qui assourdissaient le moindre son.
C'était un monde façonné pour impressionner, mais aussi pour dissimuler. Blanche le comprenait déjà. Dans la salle de couture, un espace vaste et lumineux donnant sur une cour intérieure, elle trouva plusieurs domestiques penchés sur des étoffes. Les femmes relevèrent la tête lorsqu'elle entra et un silence discret se fit. C'était un silence étudié, presque calculé, comme celui d'un groupe qui jauge une nouvelle venue. Une jeune lingère, au visage doux, fut la première à sourire timidement. « Bonjour, mademoiselle Morel. On nous a dit que vous commenciez aujourd'hui. Je m'appelle Rose. » Blanche répondit d'un sourire chaleureux, soulagée par cette amabilité. « Bonjour, Rose. Je suis ravie de rejoindre votre équipe. » Mais Rose n'était pas la seule à l'observer. Une autre femme, plus âgée, aux lèvres pincées et au regard perçant, fit un pas en avant. « Je suis Madame Vautrin, responsable du linge et des retouches pour les invités de Monsieur de Vauclerc. Ici, nous avons nos habitudes. J'espère que vous vous y conformerez. » Blanche inclina doucement la tête. « Je ferai de mon mieux. » Ce ton autoritaire n'était pas nouveau pour elle, mais il prenait une autre forme dans ces murs dorés. Ici, l'aigreur se masquait derrière le protocole. Pendant qu'elle préparait son matériel, Blanche sentit des chuchotements s'élever derrière elle, des mots à peine murmurés, mais suffisamment forts pour qu'elle en saisisse la nature. « Elle arrive d'où, celle-là ? On dit qu'elle est venue avec un enfant. » « Un enfant ? Dans cette maison ? » Monsieur de Vauclerc devient imprudent. Une femme sans mari n'apporte jamais rien de bon. Un froid léger glissa dans le dos de Blanche. Elle respira profondément. Elle n'avait pas le luxe de se défendre, pas encore. Le temps dévoilerait sa valeur, pas les mots. Alors qu'elle s'installait à une table, la porte du fond s'ouvrit dans un courant d'air parfumé. Une femme élégante entra, vêtue d'une robe de velours bleu nuit, ses cheveux bruns relevés en un chignon savamment travaillé. Sa démarche assurée, presque féline, imposa instantanément le silence. Blanche sut, avant même qu'on ne la lui présente, qu'il s'agissait d'Augustine Lenoir. La mondaine s'avança jusqu'au centre de la pièce, effleurant du bout des doigts un tissu ivoire. « Toujours aussi peu de lumière ici, Madame Vautrin. Vous devriez demander à Monsieur de Vauclerc de faire installer davantage de lampes. Une maison de cette importance ne peut pas laisser une pièce si ternie. » Son regard s'arrêta ensuite sur Blanche. Elle la dévisagea lentement, comme si elle évaluait un objet étrange. « Et qui est cette demoiselle ? On ne m'avait pas informé d'un nouveau visage. » Madame Vautrin se hâta de répondre. « C'est Blanche Morel, madame. Monsieur de Vauclerc l'a engagée pour des travaux de couture. » Augustine arqua un sourcil. « Vraiment ? Monsieur de Vauclerc a toujours eu un sens étonnant pour recueillir les âmes perdues. » Blanche sentit son cœur battre plus vite, mais elle garda les yeux baissés. « Enchantée, madame, » dit-elle avec une politesse irréprochable. « Nous verrons cela. » Reine des insinuations. Augustine se détourna et quitta la pièce comme elle était entrée, laissant derrière elle une tension palpable. Blanche inspira profondément pour chasser le malaise, mais elle sentit malgré elle que cette femme deviendrait un obstacle dangereux. Plus tard, en fin de matinée, Blanche eut la charge de porter plusieurs étoffes jusqu'à la bibliothèque. Lorsqu'elle poussa la porte, elle s'immobilisa. René de Vauclerc se tenait là, penché sur une table encombrée de documents. La lumière tombait sur lui, soulignant sa silhouette droite, l'éclat sombre de ses cheveux, et cette majesté silencieuse qui le caractérisait. Il leva les yeux dès qu'il la vit. « Blanche, vous voilà déjà au travail. » Ce simple mot, prononcé par lui, la fit frémir. « Oui, monsieur. J'ai apporté ces tissus comme demandé. » Il s'approcha et prit les étoffes, effleurant ses doigts au passage. Ce contact infime fit vibrer quelque chose dans l'air. Blanche détourna légèrement les yeux, incapable de contrôler le souffle qui lui échappa. René le perçut. « Êtes-vous heureuse ici ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce. « Je découvre encore les lieux, monsieur, mais j'essaie de m'adapter. Si quelque chose vous met mal à l'aise, vous pouvez me le dire. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. Vous et votre enfant. » Elle le regarda cette fois en face, à la fois reconnaissante et troublée. « Je vous remercie, monsieur. Votre protection signifie plus que vous ne l'imaginez. » Un silence suspendu s'installa entre eux.
Un silence chargé de chaleur, de tension, d'une proximité qu'aucun des deux n'aurait osé nommer. René parla encore, d'une voix basse. « Blanche, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même d'une simple parole, je serai là. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Pourquoi êtes-vous aussi bon envers moi, monsieur? Je ne suis rien pour vous. » Il s'approcha d'un pas, si proche qu'elle put sentir son souffle. « Vous vous trompez. Vous avez un courage que beaucoup ignorent. Et... » il baissa la voix, presque murmure. « Lorsque je vous regarde, je ne vois pas une inconnue. Je vois une femme qui ne sait pas encore à quel point elle mérite d'être protégée. » Elle n'osa répondre. Ses joues brûlaient, son cœur battait d'une manière nouvelle, presque effrayante. Puis, avant que l'instant ne devienne trop intense, un domestique entra précipitamment. « Monsieur, vos invités sont arrivés. » René se redressa, reprit son air parfaitement maître de lui. « Merci, j'arrive. » Avant de quitter la pièce, il échangea un dernier regard avec Blanche. Un regard lourd de promesses silencieuses. « Continuez votre travail, Blanche. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seule. » Elle resta immobile longtemps après son départ, tentant de calmer le tumulte de ses pensées. La journée se poursuivit et l'après-midi s'écoula lentement. Blanche se consacra à ses tâches, tentant d'oublier la scène dans la bibliothèque. Mais chaque geste lui rappelait son trouble. Le parfum discret de René semblait flotter encore dans l'air. Ces mots résonnaient dans son esprit. En fin de journée, alors qu'elle montait l'escalier pour rejoindre Étienne, Augustine Lenoir se trouva soudain sur son chemin. La mondaine la fixa d'un sourire glacé. « Mademoiselle Morel, vous semblez bien à l'aise pour une nouvelle venue. » Blanche s'arrêta, polie. « Je fais simplement mon travail, madame. »« Ah, votre travail. Et il consiste à passer du temps seul avec monsieur de Vauclair dans sa bibliothèque. » Blanche sentit son cœur s'arrêter. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, madame. Allons, ma chère, les murs ont des oreilles, et certains regards ne trompent pas. Monsieur de Vauclair est vulnérable depuis la mort de sa femme. Les femmes comme vous savent en profiter. » Blanche inspira profondément, refusa de baisser les yeux. « Je ne profite de rien, madame. Je suis ici pour travailler honnêtement. Rien d'autre. » Augustine sourit, un sourire effilé comme une lame. « Nous verrons si votre honnêteté résiste aux tentations. Les femmes trop proches du pouvoir finissent toujours par s'y brûler. » Sans attendre de réponse, elle passa son chemin. Blanche resta un instant immobile, le cœur battant. Elle aurait voulu pleurer, crier, se défendre, mais elle ne pouvait rien révéler, rien montrer. Elle n'avait pas le droit de tout perdre, pas maintenant. Elle rejoignit Étienne dans leur chambre. L'enfant courut vers elle pour l'embrasser, et c'est ce contact qui la ramena à la vie. « Maman, tu vas bien ?» Elle le serra fort contre elle. « Oui, mon amour, tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. » Plus tard, en éteignant la lampe, elle fixa un instant la fenêtre donnant sur le jardin intérieur. Là, dans l'obscurité paisible, elle crut voir une silhouette masculine traverser l'allée. Elle reconnut la démarche, la noblesse du port de tête. René. Il marcha lentement entre les buissons sculptés, les mains derrière le dos, comme un homme qui porte le poids d'un monde entier. Et pourtant, à cet instant précis, il leva les yeux vers les fenêtres de l'aile où se trouvait la chambre de Blanche, comme s'il savait qu'elle le regardait, comme si un fil invisible les reliait déjà. Blanche retint son souffle. Il ne pouvait pas la voir, et pourtant, elle eut l'impression qu'il la sentait, qu'il devinait sa présence dans cette maison immense. Elle murmura dans le silence de la nuit. « Monsieur de Vauclair, qu'êtes-vous en train de faire naître en moi ?» La lune monta lentement dans le ciel, éclairant les toits de l'hôtel Vauclair, et les deux silhouettes séparées par les murs de pierre rêvèrent, sans s'en rendre compte, l'une de l'autre. La matinée s'était levée avec une clarté fragile, comme si la lumière hésitait à entrer dans l'hôtel Vauclair. Blanche, en traversant la galerie principale pour rejoindre son travail, sentit cette atmosphère inhabituelle peser sur les murs. Quelque chose planait, quelque chose de silencieux et de lourd, presque invisible, comme un souffle venu du passé. Elle ignorait encore que cette journée deviendrait l'une des plus troublantes depuis son arrivée.
Les domestiques circulaient avec une nervosité discrète, leurs pas plus rapides, leurs chuchotements plus vifs. Blanche remarqua que plusieurs d'entre eux portaient des dossiers, des papiers, des plateaux de café dans la direction du salon rouge. Elle n'osa pas poser de questions. Ce n'était pas son rôle. Mais son cœur pressentit que cette agitation concernait René de Vauclair. Lorsqu'elle arriva dans la salle de couture, Rose l'accueillit avec un sourire un peu forcé. « Mademoiselle Morel, vous tombez en plein tumulte. Monsieur de Vauclair a passé une partie de la nuit à examiner des documents. Il paraît qu'il y a un problème avec certains contrats. » Blanche sentit un frisson, comme si un courant froid glissait sous sa peau. « Je vois, je lui souhaite de trouver une solution rapidement. » Rose hocha la tête, puis baissa la voix. « Vous savez, quand Monsieur de Vauclair a ce regard-là, le regard de quelqu'un qui lutte contre un poids immense, tout le monde marche sur la pointe des pieds. » Blanche n'eut pas le temps de répondre. Madame Vautrin entra, sèche et autoritaire comme à son habitude. « Du travail, mesdames, il ne s'agit pas de laisser les soucis des maîtres nous détourner de nos tâches. » Blanche s'appliqua à l'ouvrage, mais son esprit ne cessait de revenir à l'expression grave qu'elle avait vue la veille sur le visage de René lorsqu'il traversait les jardins. Sa posture droite, sa démarche lente, tout cela semblait trahir un combat intérieur qu'il s'efforçait de cacher. Elle se surprit à s'inquiéter plus que nécessaire, comme si la peine de cet homme avait trouvé un écho dans sa propre poitrine. La matinée avança ainsi, jusqu'au moment où un domestique frappa à la porte de la salle. « Mademoiselle Morel, monsieur le majordome demande votre présence dans le grand couloir. » Rose échangea un regard inquiet avec elle. « Allez-y, peut-être qu'il a besoin de vous. » Blanche suivit le domestique, le cœur battant. Lorsqu'elle arriva dans le couloir, elle vit immédiatement Charvet, droit comme un pilier, les mains croisées derrière le dos. « Mademoiselle Morel, Monsieur de Vauclair souhaite vous voir, dans le salon vert. » Elle hocha la tête, remerciant discrètement le majordome, puis se dirigea vers la pièce indiquée. Dès qu'elle entra, elle sentit la tension de René, assis devant une table où reposaient plusieurs documents. Il leva les yeux et son visage, habituellement impassible, révéla une fatigue profonde. « Bonjour, Blanche », dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Elle s'inclina légèrement. « Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous vouliez me voir. Tout va bien ?» René passa une main sur son front, un geste rare venant d'un homme aussi maître de lui. « Je suis désolé de vous inquiéter. Ce n'est rien, ou plutôt si, c'est beaucoup. Mais je ne veux pas alourdir votre journée avec mes préoccupations. Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit en silence, observant le poids qui semblait peser sur ses épaules. « Monsieur, si vous avez besoin de parler, je suis là. Même si je ne suis qu'une simple couturière, je peux écouter. » René releva les yeux vers elle, un éclat de surprise mêlé à une gratitude sincère. « Blanche, il n'y a rien de simple en vous. Vous avez cette capacité de voir ce que d'autres ne remarquent jamais. » Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. « Je ne vois que ce que votre visage ne parvient pas à dissimuler, monsieur. Vous souffrez. » Il prit une inspiration lente. « Depuis la mort d'Éléonore, mes associés ont commencé à se comporter différemment. Certains me regardent comme si j'étais affaibli, d'autres comme si j'étais coupable de quelque chose que je n'ai pas fait. Aujourd'hui encore, ils m'ont accusé de négligence dans la gestion d'un contrat. Et je dois lutter pour garder ma position dans l'entreprise que j'ai bâtie. » Blanche sentit une vague chaleureuse envahir sa poitrine. « Je suis désolé, monsieur. Personne ne devrait porter seul un tel fardeau. » René la fixa longuement. « Vous dites cela comme si vous saviez ce que c'est. » « Je le sais, monsieur. À ma manière. Les femmes comme moi ont aussi leur fardeau, invisible. » Le silence qui suivit vibrait d'un respect profond, d'une compréhension instinctive entre deux êtres que tout opposait en apparence. René se leva soudain comme s'il étouffait dans la pièce. « Voulez-vous marcher avec moi? Juste quelques instants. L'air du jardin m'aidera à revoir mes idées. » Blanche hésita, puis hocha la tête. Ils quittèrent le salon vert et traversèrent le couloir jusqu'au jardin intérieur. La lumière de midi éclairait les plantes, les allées de gravier, la petite fontaine qui murmurait doucement. C'était un lieu presque hors du temps.
Ils marchèrent côte à côte, lentement, sans se toucher. Et pourtant, Blanche sentait la chaleur de sa présence, comme une flamme qui ne brûlait pas, mais réchauffait. « Vous savez, » dit René d'une voix plus légère, « Éléonore aimait beaucoup ce jardin. Elle disait que c'était le seul endroit de la maison où les murmures du monde ne la poursuivaient pas. » Blanche se figea, respectueuse. « Monsieur, si parler d'elle vous fait souffrir, je peux comprendre. Je ne veux pas raviver une blessure. »« Non, » répondit-il en s'arrêtant pour regarder les rosiers. « C'est une douleur qui existe encore, mais qui ne m'effraie plus. Ce qui m'effraie, c'est que les autres utilisent son nom pour me manipuler, pour affaiblir ma position. Elle mérite mieux que cela. » Blanche sentit une compassion profonde l'envahir. Elle était aimée, n'est-ce pas? René sourit, un sourire triste mais vrai. Elle était douce, éduquée, noble dans son comportement. Mais parfois, je me demande si elle n'était pas faite pour un monde plus calme que le mien. Je travaillais tant, il m'arrive de craindre que la solitude l'ait usée. Blanche se tourna vers lui. « Vous n'êtes pas responsable des chemins que la vie emprunte, monsieur. Vous n'êtes pas coupable de la fragilité de ceux que vous aimez. » Il ferma les yeux un bref instant. « Vous parlez comme si vous aviez connu la perte, vous aussi. » Elle baissa légèrement la tête. « Nous perdons tous quelque chose, un jour ou l'autre. Une illusion, un rêve, une personne. Mais cela nous apprend à voir ce que nous avons encore. » René resta silencieux, comme bouleversé par ces paroles. Puis son regard glissa vers les fenêtres de l'aile principale. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Ils revinrent à l'intérieur et montèrent au premier étage. Devant une porte fermée, René s'arrêta. « C'est la chambre d'Éléonore. Je ne l'ai pas ouverte depuis longtemps, mais je pense que cela vous aidera à comprendre l'atmosphère de cette maison. » Il ouvrit doucement. La pièce baignait dans une lumière douce, comme si elle avait été figée dans le temps. Une coiffeuse ornée de flacons de parfum, une robe suspendue près d'un paravent, un livre ouvert sur une table basse, et surtout, un grand portrait trônant au-dessus de la cheminée. Éléonore Vauclerc, belle, élégante, avec un air de douceur distante. Blanche sentit son cœur se serrer, non de jalousie mais de respect. « Elle était magnifique », murmura-t-elle. « Oui », répondit René, « mais ce portrait la fige dans une perfection qui n'était pas réelle. Elle était plus fragile que ce que montrent ses couleurs. » Blanche s'approcha légèrement, observant la peinture. « On sent tout de même une lumière en elle. »« Peut-être, » souffla René, « mais cette lumière n'a jamais réussi à me rejoindre complètement. » Blanche tourna la tête vers lui, surprise. « Pourquoi me dire cela, monsieur ?» René fixa un point invisible, puis ses yeux revinrent vers elle. « Parce que, lorsque je vous parle, Blanche, j'ai l'impression que mes mots ne s'écrasent pas contre un mur. Vous écoutez, vous comprenez sans juger. Et cela est plus rare que vous ne le croyez. » Leurs regards se heurtèrent alors, et dans ce court instant suspendu, le monde sembla se retirer pour laisser place à une sensation étrange et brûlante. Blanche sentit son souffle se troubler, et René fit un pas vers elle, presque malgré lui. « Blanche », murmura-t-il. Elle ne trouva rien à répondre, car son cœur battait trop fort. Mais avant que cet instant ne devienne quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore affronter, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. René se détourna légèrement, reprenant une posture plus maîtrisée. « Excusez-moi, j'aurais dû vous épargner cette pièce. Elle appartient à un autre chapitre de ma vie. » Blanche secoua doucement la tête. « Non, monsieur. Merci de m'avoir laissé entrevoir cette vérité. Elle explique beaucoup de choses. » Il ouvrit la porte pour la laisser sortir. Avant qu'elle ne s'éloigne, il effleura brièvement sa main. Un effleurement si léger qu'il aurait pu être accidentel, mais qui fit naître un frisson pur, presque douloureux. « Blanche, si jamais la maison vous semble lourde ou si quelqu'un vous parle avec dureté, venez me voir. Je ne veux pas que vous portiez seul le poids du silence. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir la force de son regard. « Je viendrai, monsieur, si vous le souhaitez. »« Je le souhaite, » répondit-il d'une voix basse. Elle s'éloigna alors,
consciente que quelque chose venait de changer. Pas dans la maison, pas dans le passé, mais dans cet espace invisible entre elle et René. Un espace qui, à chaque regard échangé, semblait se resserrer davantage. Et cette nuit-là, lorsque le silence retomba sur l'hôtel Vauclair, deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer s'étaient pourtant rapprochées d'un pas de plus. Le jour de la grande réception s'annonça avec une agitation presque palpable dans tout l'hôtel Vauclair. Dès les premières heures du matin, les domestiques circulaient à vive allure, portant des plateaux d'argenterie, des bouquets de roses fraîchement livrés, des piles de nappes brodées. La maison semblait respirer différemment, chaque pièce exhalant un parfum d'anticipation mêlé d'appréhension. Blanche, en observant ce ballet parfaitement orchestré, sentit son ventre se nouer. Ce soir, la haute société parisienne franchirait le seuil de cette demeure, et elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que sa présence serait scrutée, évaluée, peut-être même condamnée, sans qu'elle ait fait autre chose que d'exister. Toute la journée, elle travailla sans relâche. Dans la salle de couture, les étoffes s'étalaient comme des vagues colorées. On ajustait les robes de certaines invitées, venues en avance pour vérifier chaque détail de leur toilette. L'air était saturé de parfums, de murmures et de regards indiscrets. Blanche, concentrée sur ses gestes, tentait d'ignorer la tension qui lui serrait la gorge. Lorsque Madame Vautrin lui apporta la robe qu'elle devrait porter pour la soirée, Blanche en resta un instant sans voix. Ce n'était pas une robe faite pour briller ni pour attirer l'attention, mais elle avait été choisie avec un soin évident. Une laine fine d'un bleu profond, presque nocturne, avec une taille marquée et des manches délicatement froncées. Sobre, élégante, à l'image de la femme qu'elle devait incarner ici. « Monsieur de Vauclair souhaite que vous soyez présentable ce soir », déclara Madame Vautrin d'un ton sec. « Vous serez affecté à l'aide aux invités dans le salon nord. Ne sortez de votre rôle sous aucun prétexte. » Blanche hocha la tête, acceptant l'instruction sans commentaire. Elle savait parfaitement qu'elle ne devait pas attirer l'attention. Pourtant, une part d'elle se demanda si René avait personnellement choisi cette couleur, ce tissu, cette élégance discrète. L'idée lui fit battre le cœur plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Le soir arriva enfin. Les lustres furent allumés un à un, projetant une lumière chaude sur les marbres polis, les dorures, les moulures sculptées. Des musiciens prenaient place près du salon rouge, accordant leurs instruments. Le parfum des roses fraîches emplissait les couloirs. Les premières voitures se présentèrent à la grille, roulant lentement sur les pavés humides. Blanche, debout dans le salon nord, sentit l'effervescence monter autour d'elle. Puis, tout changea en un instant. René fit son entrée dans la grande salle de réception. Il portait un habit noir impeccablement taillé, un gilet ivoire et une cravate nouée avec une précision parfaite. Ses cheveux sombres étaient lissés, ses épaules droites, son regard maître de tout ce qu'il observait. Lorsqu'il traversa la pièce, les conversations se figèrent brièvement, comme si chacun reconnaissait la présence de celui qui, sans élever la voix, imposait le respect. Blanche sentit un frisson la parcourir malgré elle. Elle se força à ne pas détourner les yeux trop rapidement lorsque son regard croisa le sien, même si ce contact, fugitif, sembla allumer un feu doux au creux de sa poitrine. Les invités arrivèrent en nombre. Robes de satin, éventails de soie, parures étincelantes, moustaches cirées, bottillons vernis. La musique commença à résonner, douce et élégante, enveloppant la scène d'une atmosphère enchantée. Blanche s'occupait avec précision de guider les invités, indiquant les salons, les vestiaires, les buffets. Son attitude irréprochable attira quelques regards curieux, mais elle garda la tête haute, consciente qu'un faux pas suffirait à nourrir les rumeurs déjà prêtes à éclore. Et comme la fatalité aime les instants fragiles, Augustine Lenoir fit son apparition. La mondaine glissait entre les invités comme un serpent dans un parterre de fleurs. Sa robe de velours grenat, ample et somptueuse, contrastait avec ses gestes étudiés et son sourire calculé. Lorsqu'elle aperçut Blanche dans son coin, elle plissa légèrement les yeux, comme une prédatrice repérant sa proie. Blanche sentit immédiatement le danger. Augustine s'avança, tenant son éventail comme une arme. « Mademoiselle Morel,
dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes charmante ce soir. » Blanche inclina la tête. « Merci, madame. Votre robe est magnifique. »« Oh, elle l'est. Mais celle que vous portez, je me demande qui a eu l'idée de choisir un tel bleu pour vous. Ce genre d'attention n'est pas habituel pour une employée. » Une pointe glacée transperça le cœur de Blanche, mais elle ne laissa rien paraître. « La robe m'a été donnée par madame Vautrin, madame. Je ne fais que suivre les instructions. »« Bien sûr, » répondit Augustine, un sourire acéré étirant ses lèvres. « Mais vous savez comme moi que certaines femmes savent se rendre indispensables. Et d'autres, tout aussi habiles, deviennent dangereuses lorsqu'elles se rapprochent trop du maître de maison. » Avant que Blanche ne puisse répondre, un groupe d'invités s'approcha pour saluer Augustine, lui donnant l'occasion de s'éloigner en laissant derrière elle une odeur de scandale naissant. La musique s'éleva, plus vive, et les conversations emplirent la salle. Blanche se força à continuer son travail sans montrer son trouble. Mais au fond d'elle, une peur sourde se réveillait. Une femme comme Augustine pouvait briser une réputation en quelques mots. En milieu de soirée, alors que Blanche apportait des verres à une table, René apparut soudain à ses côtés. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix basse, que seuls eux deux pouvaient entendre. Elle osa lever les yeux vers lui. « Oui, monsieur, » répondit-elle, mentant avec élégance. « Blanche, » murmura-t-il, la regardant avec cette intensité qui lui brûlait la peau. « Je vous demande de me dire la vérité. » Elle hésita, puis avoua. « Je me sens observé, jugé, comme si ma place ici dérangeait. » René fronça légèrement les sourcils, un éclat protecteur passant dans ses yeux. « Ce monde est cruel, mais je ne laisserai personne vous blesser. Je ne voudrais pas vous causer de problème. Vous ne m'en causez pas. Vous... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Blanche, votre présence dans cette maison n'est pas un hasard. Je vous ai choisi parce que je vous respecte. Et parce que je crois en vous. » Elle sentit sa gorge se serrer, émue par cette confession inattendue. « Merci, monsieur. Vos paroles me touchent plus que vous ne l'imaginez. » Leurs regards se heurtèrent, et ce seul instant suffit à créer une tension invisible, mais brûlante. Blanche perçut quelque chose de fragile, de profondément humain dans le regard de René. Elle eut l'impression qu'il lui dévoilait une partie de son âme, sans mots, sans gestes, sans nécessité d'aller plus loin. Mais comme toujours dans ce monde où la beauté attire les ombres, un événement brisa cet instant. Une invitée s'exclama d'une voix vive, couvrant la musique. « Madame Lenoir, on m'a dit que vous aviez une histoire à partager. » Augustine se retourna avec un sourire ravageur. « Oh, ce n'est rien, juste une rumeur que j'ai entendue. Il paraît que certaines femmes trouvent refuge ici, avec leurs enfants. » Le silence tomba autour d'elle, comme un couperet. Plusieurs têtes se tournèrent vers Blanche, bien que personne n'ose la regarder franchement. Blanche sentit son cœur se tordre. Elle resta immobile, ses doigts crispés autour du plateau qu'elle tenait. Elle avait cru pouvoir survivre dans l'ombre. Mais Augustine venait d'allumer une mèche dangereuse. Alors que les murmures enflaient, René fit un pas en avant, sa voix résonnant dans toute la salle. « Bah, Madame Lenoir ?» dit-il d'un ton parfaitement maîtrisé mais glacial. « Je vous invite à choisir vos propos avec soin. Les rumeurs sont des armes dangereuses, surtout lorsqu'elles visent des personnes respectables. » Un frisson parcourut l'assemblée. Augustine battit des cils. « Je ne voulais offenser personne, monsieur. Je ne faisais que répéter ce que vous inventez, » coupa René, son regard d'acier transperçant le sien. « Dans cette maison, je décide de ce qui est digne d'être dit. Et je vous assure que ce que vous venez de suggérer est indigne. Mademoiselle Morel travaille ici avec intégrité. Toute insinuation contraire est insultante. » L'humiliation frappa Augustine comme une gifle. Elle tenta un sourire crispé, mais personne ne la suivit. Le public, habituellement avide de scandale, comprit que René venait de tracer une ligne que nul ne devait franchir. Blanche sentit ses yeux s'embuer, non de honte, mais d'une gratitude profonde qui lui serra le cœur. René venait de la défendre publiquement. Il venait de la choisir, d'une certaine manière, aux yeux du monde. Il se tourna vers elle avec une douceur qu'il réservait à très peu de gens. Blanche
Continuez votre travail. Rien ni personne ne pourra ternir ce que vous êtes. » Elle inclina la tête, incapable de parler. Son âme vibrait d'une émotion si puissante qu'elle en avait le souffle coupé. La soirée continua, mais plus rien ne fut pareil. Blanche sentait encore le poids du regard de René, la chaleur de ses paroles, la force de sa protection. Et même si elle demeurait invisible parmi les silhouettes élégantes, elle savait qu'à cet instant précis, son existence avait été reconnue, défendue. Peu avant la fin de la réception, alors qu'elle sortait dans le couloir pour reprendre son souffle, Blanche sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement. Une silhouette sombre se tenait non loin, dissimulée à moitié dans l'ombre. Un homme, immobile, semblant l'observer. Elle n'eut pas le temps de distinguer ses traits. Il s'éloigna sans un mot, tel un spectre venu rappeler que la soirée n'était pas qu'un bal doré, mais aussi un terrain de menaces invisibles. Blanche resta figée un long moment, le cœur battant. Elle ignorait encore que cette ombre ferait bientôt basculer tout son monde. Mais ce soir-là, seule une vérité brûlante demeurait dans son esprit. René l'avait protégée, René l'avait choisie. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit digne d'être vue. L'aube se leva sur Paris avec une inquiétude sourde, presque invisible, mais que Blanche sentit au plus profond d'elle-même avant même d'ouvrir les yeux. Dans la chambre qu'elle partageait avec Étienne, un silence inhabituel régnait. D'ordinaire, dès les premiers rayons du soleil, son fils se réveillait en murmurant des histoires ou en l'appelant doucement. Mais ce matin-là, aucune petite voix ne vint briser la pénombre. Blanche se redressa brusquement, le cœur déjà affolé, et porta les mains à la couverture. Le lit voisin était vide. « Étienne » appela-t-elle à voix basse. Aucun bruit. Elle se leva si vite que ses jambes tremblèrent. Ses mains fouillèrent l'oreiller, les draps, le petit tapis au sol, comme si elle espérait qu'il s'y cachait. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle ouvrit la porte à la volée, ses pas résonnant dans le couloir, encore plongés dans l'activité discrète du matin. « Étienne !» répéta-t-elle plus forte cette fois. Un domestique qui passait par là sursauta et la regarda avec surprise. « Mademoiselle Morel, quelque chose ne va pas. Mon fils, je ne le trouve pas. Il n'est plus dans sa chambre. Vous l'avez vu? Quelqu'un l'a vu. » Le domestique pâlit. « Non, mais peut-être s'est-il rendu à la cuisine. Les enfants sont parfois curieux. » Blanche n'attendit pas la fin de la phrase. Elle descendit les marches 4 à 4, se précipitant jusqu'au rez-de-chaussée. Dans la cuisine, les marmites tintaient déjà, les cuisinières s'affairaient. Dès qu'elle entra, les regards se tournèrent vers elle. « Vous avez vu un petit garçon, boucle châtain clair, environ 5 ans. Il est peut-être entré sans prévenir. » Les femmes échangèrent des regards désemparés. « Non, mademoiselle Morel, personne ici n'a vu d'enfant ce matin. » Un étau invisible se referma autour de sa gorge. Elle ressortit précipitamment, appelant encore et encore le nom de son fils, sa voix brisant le calme du matin. Elle traversa le jardin intérieur, les salons, les couloirs, son cœur battant si fort qu'elle en avait la nausée. Chaque pas réveillait en elle une peur ancienne, celle d'une mère seule, dans un monde où les enfants ne sont jamais vraiment en sécurité. Enfin, alors qu'elle sortait du salon rouge, elle heurta soudain une silhouette masculine. René. Il était vêtu d'un habit sombre, ses cheveux encore légèrement humides, comme s'il venait de sortir d'une toilette trop brève. En voyant le visage bouleversé de Blanche, il posa immédiatement ses mains sur ses épaules. « Blanche, que se passe-t-il » Elle réussit à peine à parler. « Monsieur, Étienne, il a disparu. Je ne le trouve nulle part. J'ai peur. Sa voix se brisa, la panique débordant comme un torrent. René resserra légèrement son étreinte autour de ses épaules pour la stabiliser. « Respirez. Regardez-moi. Blanche, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant un refuge dans son regard. « Nous allons le retrouver, je vous le promets. » Cette promesse, prononcée d'une voix grave et ferme, fit vaciller quelque chose en elle. Mais la peur était trop forte pour disparaître. René se tourna immédiatement vers Charvet, qui venait d'entrer dans le couloir. « Charvet, faites inspecter chaque pièce, chaque couloir, chaque jardin, que personne ne sorte de cette maison.
et envoyez chercher le personnel extérieur. Je veux savoir où était chacun depuis l'aube. À vos ordres, monsieur. L'agitation se répandit alors comme une traînée de poudre dans l'hôtel Vauclerc. Les domestiques, d'abord surpris puis effrayés, commencèrent à se disperser pour chercher l'enfant. Blanche suivit René, incapable de rester immobile. Ils parcoururent ensemble les couloirs, les escaliers, les salons. À chaque porte qu'il ouvrait, René observait attentivement l'intérieur avant de secouer la tête. Blanche murmurait sans cesse « Étienne, mon petit, réponds-moi ». Ils arrivèrent à la bibliothèque. René ouvrit la porte, et Blanche entra la première, espérant voir son fils réfugié derrière une pile de livres. Mais la pièce ne contenait que le silence, les livres alignés et l'odeur du papier ancien. Blanche vacilla. René la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Blanche, ne perdez pas espoir, cet enfant n'a pas pu aller loin. Elle se tourna vers lui, les larmes brouillant sa vision. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et si quelqu'un... Oh monsieur, je n'ose même pas y penser. René posa une main douce, mais assurée sur sa joue, effaçant une larme du bout de son doigt. N'allez pas dans ces pensées-là. Pas tant que nous n'avons pas la vérité. Je ne laisserai personne toucher à votre fils. Je vous le jure. Ce contact, cet effleurement presque sacré, fit naître en elle une vague de chaleur, fragile mais réelle. C'était la première fois que quelqu'un la soutenait ainsi, sans hésitation, sans condition. Ils continuèrent les recherches dans tout l'étage. Lorsque René ouvrit la porte de la chambre d'Éléonore, Blanche sentit son souffle se suspendre. Le parfum discret qui imprégnait la pièce la veille flottait encore. Mais il n'y avait aucune trace de l'enfant. Blanche porta une main à son cœur, comme si la douleur physique pouvait apaiser celle de son âme. Pourquoi serait-il venu ici? Il n'a aucune raison. Peut-être cherchait-il un endroit calme, répondit doucement René. Il s'approcha d'elle. Je sens votre peur, Blanche, mais je suis avec vous. Un bruit fit alors sursauter Blanche, des pas rapides dans le couloir. Charvet entra précipitamment. « Monsieur, nous avons trouvé des traces dans le jardin latéral, des empreintes d'enfants, et la porte donnant sur la ruelle arrière a été ouverte. » Blanche sentit son monde s'effondrer. « Non, non, pas la rue, pas dehors. » René attrapa ses mains dans les siennes. « Blanche, écoutez-moi, je vais aller voir moi-même. Vous, restez ici avec Charvet. Vous ne devez pas vous mettre en danger. » Elle secoua la tête, affolée. « Je viens avec vous, c'est mon fils. »« Je le sais, » répondit-il avec une douceur déchirante. « Et c'est justement pour cela que vous devez rester en sécurité. Je ne veux pas vous exposer à un danger inconnu. Faites-moi confiance. Je retrouverai Étienne. » Elle voulut protester, mais le ton de sa voix, ferme et protecteur, la fit céder. « Revenez avec lui, monsieur. Je vous en supplie. Je reviendrai avec lui. Je vous le promets. » Il quitta la pièce en hâte, suivi de 2 domestiques robustes. Blanche porta ses mains à son visage, incapable de retenir les larmes désormais. Le silence de la chambre d'Éléonore lui sembla oppressant. Elle descendit alors vers le salon rouge, où elle pourrait attendre des nouvelles. Les minutes devinrent des heures. Chaque battement d'horloge était une torture. Elle marchait de long en large, s'arrêtait, reprenait, tournait en rond, comme un animal pris au piège. Par moments, elle croyait entendre un rire d'enfant dans le couloir, et son cœur se précipitait, mais il n'y avait rien. Rien que le vide oppressant qui grandissait. Enfin, des pas pressés résonnèrent au loin. Blanche se précipita vers l'entrée du salon. René apparut dans l'encadrement de la porte. Il tenait Étienne dans ses bras. Un cri étranglé s'échappa de la gorge de Blanche. Elle courut vers eux, trébuchant presque. René s'arrêta juste avant qu'elle ne le rejoigne, comme pour lui donner le temps de réaliser que son enfant était sain et sauf. Étienne, un peu hagard mais indemne, leva les yeux. « Maman !» Elle tomba à genoux, serrant son fils contre elle avec une force presque douloureuse. « Mon amour, tu vas bien, merci, mon Dieu. » Elle embrassait ses cheveux, ses joues, ses mains, incapable de retenir les sanglots. Étienne l'enlaça de ses petits bras. J'ai voulu voir le jardin, mais la porte s'est refermée, et j'ai eu peur. Blanche sentit ses jambes fléchir. Elle releva les yeux vers René. « Merci, monsieur, vous lui avez sauvé la vie. »
René secoua doucement la tête. « Je n'ai fait que tenir ma promesse. » Il s'accroupit à côté d'elle, prenant soin de laisser de l'espace à leur étreinte, mais son regard se posa sur elle avec une tendresse qui fit battre son cœur plus fort. « Blanche, je ne veux plus jamais vous voir dans un tel désespoir. Je suis là. Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. » Elle leva les yeux vers lui, incapable de parler. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. L'intensité de leurs émotions se mêla dans l'air comme une vérité trop puissante pour être dite. Un fil invisible venait de les unir, plus fort que jamais. Et tandis qu'elle tenait encore son fils contre elle, Blanche comprit qu'en ce jour d'effroi, son cœur venait de faire un choix silencieux. Un choix qu'elle n'aurait jamais imaginé. René Vauclerc n'était plus seulement son protecteur, il devenait l'homme dont la présence apaisait ses terreurs les plus profondes, et cette vérité, brûlante, résonna en elle longtemps après que les larmes eurent cessé de couler. La nuit qui suivit la disparition d'Étienne fut la plus longue que Blanche ait traversée depuis son arrivée à l'hôtel Vauclerc. Même après avoir bordé son fils, après avoir caressé ses cheveux pour s'assurer qu'il dormait réellement et qu'aucun cauchemar ne hantait son petit esprit, elle ne parvint pas à trouver le repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la ruelle, la porte entr'ouverte, le vide dans le lit de l'enfant. Un frisson glacial parcourait encore son dos lorsqu'elle songeait qu'un rien aurait pu faire basculer sa vie dans un abîme sans retour. Elle resta assise près du lit jusqu'au cœur de la nuit, incapable de quitter l'enfant. Ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube, poussée par l'épuisement, qu'elle s'assoupit brièvement. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil filtrant à travers les rideaux baignait la pièce d'une lumière paisible. Étienne dormait encore, et elle demeura un instant immobile, reconnaissante d'entendre sa respiration tranquille. Mais elle savait que cette tranquillité n'était qu'apparence. Quelque chose, ou quelqu'un, avait franchi les limites de l'hôtel. Et Blanche n'avait pas l'habitude d'ignorer les dangers qu'elle pressentait. Elle se leva, enfila sa robe, arrangea ses cheveux d'un geste rapide et quitta doucement la pièce. Le couloir était silencieux, presque solennel, comme si la maison entière respectait l'angoisse de la veille. Elle descendit l'escalier principal pour rejoindre la galerie, mais au tournant du couloir, elle aperçut une silhouette masculine assise dans un fauteuil près de la grande fenêtre donnant sur la cour intérieure. René. Il portait la même chemise sombre que la veille, ouverte légèrement au col, comme si la nuit avait été trop courte pour lui aussi. Sa posture droite contrastait avec la fatigue visible dans son regard, mais lorsqu'il sentit la présence de Blanche, il se redressa légèrement. « Vous êtes déjà réveillé ?» murmura-t-il d'une voix grave, où perçait une tendresse contenue. Blanche s'approcha, le cœur battant. « Je n'ai pas vraiment dormi. Et vous, monsieur? Vous semblez épuisé. » Il esquissa un sourire discret. « Je ne pouvais pas trouver le repos avant de m'assurer que vous alliez bien, que l'enfant allait bien. Je suis resté ici pour être certain qu'il ne se passerait plus rien. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Vous n'aviez pas à veiller ainsi. »« Si, » répondit-il sans hésiter. « Je l'avais promis, et je ne voulais pas m'éloigner de vous. » Ces mots, dits avec simplicité, se déposèrent dans son cœur comme un baume brûlant. Elle détourna brièvement les yeux, troublée par la chaleur qui montait en elle. René se leva, s'approcha lentement jusqu'à se tenir devant elle. « Me Blanche, je dois vous dire quelque chose. » Elle le regarda, le souffle suspendu. « Hier, lorsque nous avons retrouvé Étienne, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. La peur, la vraie, celle qui vous déchire, qui vous rappelle que certains êtres deviennent essentiels sans que vous ne l'ayez vu venir. » Le cœur de Blanche se serra, non de douleur, mais d'une émotion si forte qu'elle crut vaciller. « Monsieur, ne m'appelez pas ainsi, » murmura-t-il. « Pas quand nous sommes seuls. Je suis René. » Elle rouvrit les yeux, bouleversée. « René, Mais un bruit de pas résonna au bout du couloir. Charvet surgit, l'air grave. « Monsieur de Vauclerc, je regrette de vous interrompre, mais nous avons trouvé ceci. » Dans sa main, un morceau de papier froissé. René s'en empara, le déroula, et Blanche vit ses traits se durcir. Elle sentit instantanément un danger tangible. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle apeurée.
René inspira longuement. Un message laissé près de la porte arrière. Il lui tendit le papier. Blanche lut difficilement l'écriture irrégulière. « Votre maison n'est pas aussi sûre que vous le croyez. L'enfant n'était qu'un avertissement. Certaines vérités doivent rester enfouies ou être payées. » Un souffle glacé glissa sur sa peau. « Qui ferait une chose pareille ?» balbutia-t-elle. René s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son bras. « Je l'ignore encore, mais je vous jure, Blanche, que je trouverai celui qui ose menacer ce qui vous appartient, et ce qui m'appartient. » Elle le fixa, saisie. « Votre maison, votre famille, vous-même, tout cela vous expose. Je ne veux pas être un poids, René. Je ne veux pas que votre nom soit entaché à cause de moi. » Il s'approcha encore, son regard brûlant d'une détermination sans faille. « Vous n'êtes pas un poids. Vous êtes devenu indispensable. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir la profondeur de cette déclaration. Mais René, d'un geste lent, glissa ses doigts sous son menton pour relever doucement son visage. « Regardez-moi, Blanche. Je veux que vous entendiez ceci clairement. Tant que vous serez sous mon toit, personne ne vous touchera. Personne. » Leur proximité provoqua entre eux une tension presque palpable. Un effleurement de souffle, une promesse silencieuse, un désir contenu qui ne demandait qu'un mot pour se libérer. Mais la voix sèche de Madame Vautrin retentit non loin, cassant le moment comme un verre brisé. « Monsieur de Vauclair ? Les invités pour la réunion de ce matin sont arrivés. Ils vous attendent dans le salon rouge. » René inspira profondément, reprenant une posture plus formelle. « Très bien, dites-leur que je les rejoins. » Madame Vautrin jeta un regard acéré à Blanche avant de s'éloigner. Un regard qui résumait son jugement silencieux. Cette femme n'avait pas sa place à côté du maître de maison. Une fois seul, René reprit la main de Blanche un instant. Brièvement, mais avec une intensité telle qu'elle sentit tout son être vibrer. « Ne vous laissez pas intimider, ni par elle, ni par quiconque. Je suis à vos côtés. » Puis il s'éloigna, la laissant dans le couloir, le souffle encore suspendu à ses mots. Blanche, tâchant de reprendre contenance, se tourna vers le jardin intérieur. Elle sentit le besoin impérieux de respirer, de comprendre ce qui se jouait autour d'elle. Mais lorsqu'elle arriva près de la grande baie vitrée, elle aperçut, dehors, une silhouette immobile dissimulée derrière un cyprès. Un homme, le même qu'elle avait aperçu la veille lors de la réception. Il semblait observer l'intérieur de la maison. Son sang se glaça. Elle fit un pas en arrière, le cœur affolé, mais au moment où elle tenta de distinguer son visage, la silhouette disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelqu'un les surveillait, quelqu'un qui avait osé toucher à son fils et qui n'avait manifestement pas renoncé. Plus tard dans la journée, alors que Blanche rapportait un pan de tissu vers la bibliothèque, elle entra et s'arrêta net. René se tenait près de la fenêtre, le front appuyé contre le verre. Sa posture trahissait un mélange dangereux de fatigue et de colère silencieuse. Elle n'osa pas faire un pas de plus, mais sa présence fut pourtant perçue. « Blanche » murmura-t-il sans se retourner, comme s'il avait reconnu son souffle. Elle s'approcha doucement. « René, que puis-je faire pour vous aider ?» Il se tourna vers elle, ses yeux sombres brillant d'une émotion brute. « Restez » souffla-t-il. Elle sentit son cœur chavirer. Elle resta. René s'approcha ensuite, lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile en elle. « Je suis un homme habitué aux menaces, aux alliances instables, aux coups portés dans l'ombre. Mais jamais, jamais encore on n'avait touché à quelqu'un qui compte, à quelqu'un que je veux protéger. » Blanche sentit ses joues s'enflammer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Il posa sa main sur la sienne. Un effleurement, rien de plus. Mais cet effleurement était une confession, parce que je ne veux plus cacher ce que je ressens lorsque je vous vois, lorsque je vous entends, lorsque je pense à vous. Blanche, vous êtes entrée dans ma vie comme une lumière que je n'attendais plus. Elle chercha sa voix, tremblante. René, je ne sais pas quoi vous dire. Tout cela me dépasse. J'ai si peur pour mon fils, pour vous, pour nous. Il se rapprocha encore, jusqu'à ce que leur souffle se touche presque.
Alors laissez-moi être votre refuge. Ne portez plus seul ce poids. Elle ferma les yeux un instant, submergée par cette offrande silencieuse. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard croisa celui de René, et elle y lut un mélange bouleversant de force et de vulnérabilité. Un regard d'homme, pas de magnate, pas de maître de maison, un homme qui aimait déjà sans le dire. Ils restèrent ainsi, immobiles, suspendus dans un moment qui défiait le temps. Deux âmes blessées, attirées l'une vers l'autre comme si l'univers avait conspiré pour les réunir. Mais ce moment fragile fut brisé par un bruit lointain, un verre brisé, des pas précipités. René fronça les sourcils. Quelque chose se passe. Restez ici. Je reviens. Il s'éloigna rapidement, laissant Blanche seule dans la bibliothèque. Elle posa une main sur sa poitrine, tentant d'apaiser le battement affolé de son cœur. Elle ignorait encore ce qui venait de se produire dans la maison. Elle ignorait également que cette journée serait le début d'un enchevêtrement de secrets, de menaces et d'aveux impossibles à contenir. Mais une vérité grandissait en elle, inexorable. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait pour René Vauclair. Et ce sentiment, aussi lumineux que dangereux, venait de prendre racine pour ne plus jamais la quitter. La journée avait commencé avec une lourdeur étrange, comme si l'hôtel Vauclair retenait lui-même son souffle. Les murs silencieux semblaient chargés d'une tension invisible, d'une menace qui s'infiltrait dans chaque recoin sans jamais se montrer. Blanche, dès son réveil, sentit ce poids inexplicable peser sur ses épaules. Et pourtant, lorsqu'elle se pencha sur Étienne encore endormi, son cœur se radoucit. La veille avait été un gouffre d'angoisse. Aujourd'hui, elle espérait au moins un souffle de répit. Mais le répit n'était pas une chose que le destin offrait souvent à une mère telle qu'elle. Elle quitta la chambre doucement, laissant la porte entrebâillée, puis descendit l'escalier principal. Dans la galerie, les domestiques se déplaçaient avec une nervosité inhabituelle. Certains chuchotaient dans les coins, d'autres jetèrent des regards furtifs vers le bureau de René. Blanche sentit un frisson d'appréhension lui parcourir la peau. Rose accourut vers elle, pâle comme un linge. « Blanche, on dit que quelque chose s'est passé dans la nuit, que Monsieur de Vauclair a reçu des documents importants et qu'il a veillé jusqu'au matin. » Blanche inspira profondément. « Des documents? Sur quoi? Je ne sais pas, mais Charvet a fait garder l'accès au bureau. Et j'ai entendu un domestique dire que ces papiers concernaient l'entreprise de monsieur, des contrats, peut-être une falsification. » Le cœur de Blanche se serra. Les menaces, la disparition d'Étienne, l'ombre dans le jardin, tout semblait soudain appartenir à un même puzzle dont les pièces apparaissaient enfin. Elle poursuivit son chemin vers la salle de couture, mais à peine eut-elle posé la main sur la poignée que la voix grave de Charvet résonna derrière elle. « Mademoiselle Morel, Monsieur de Vauclair souhaite vous voir. » Immédiatement, elle se retourna. Le majordome affichait une expression plus sévère que jamais, mais Blanche n'y vit aucune hostilité. Plutôt une inquiétude maîtrisée. « Est-il arrivé quelque chose? Monsieur vous expliquera. Suivez-moi. » Ils traversèrent le couloir, puis descendirent un escalier étroit, mais impeccablement entretenu. Blanche n'était jamais descendue à cet étage. Elle ignorait même l'existence de ce passage discret. La pierre était plus froide, l'air plus dense, comme si cet endroit abritait des secrets trop lourds pour les pièces lumineuses du rez-de-chaussée. Charvet s'arrêta devant une porte de bois sombre. « Monsieur vous attend dans les archives. » Il s'effaça pour la laisser entrer. La salle était vaste, remplie d'étagères chargées de dossiers et de registres. Une seule lampe éclairait la pièce, projetant une lueur dorée sur les épaules de René. Il se tenait devant une grande table, penché sur plusieurs documents éparpillés. À son expression, Blanche sut immédiatement que la situation était grave. « René » murmura-t-elle. Il releva brusquement la tête. En la voyant, son regard se radoucit, mais la fatigue et l'inquiétude demeuraient visibles. « Blanche, merci d'être venue. J'ai besoin de vous. » Ces mots, dits sans détour, la troublèrent profondément. « Dites-moi ce qui se passe. » René invita Blanche à s'approcher. Lorsqu'elle fut près de lui, il posa sa main sur un dossier ouvert.
Hier soir, après la disparition d'Étienne, j'ai reçu un courrier anonyme. Il contient des extraits de contrats falsifiés et des traces de transactions que je n'ai jamais autorisées. Blanche sentit un souffle glacé lui traverser la poitrine. Quelqu'un essaie de vous nuire. Pas seulement me nuire, me détruire. Il repoussa doucement les papiers, puis glissa une main dans ses cheveux, signe rare de perte de contrôle chez lui. Blanche, écoutez-moi bien. Ces documents, ce sont des preuves fabriquées pour me faire accuser de fraude. Si ces papiers sortent de cette maison, ma réputation sera anéantie, mon entreprise ruinée, et l'avenir de tous ceux qui dépendent de moi réduit à rien. Elle sentit son cœur chavirer. Qui pourrait faire cela? Il baissa les yeux. Je l'ignore encore. Mais celui qui a tenté d'effrayer votre fils est probablement lié à ces falsifications. Blanche porta une main à sa poitrine, submergée par une angoisse nouvelle. Vous croyez que la menace nous visait tous les deux? Pour vous atteindre, vous? René leva alors les yeux vers elle. Son regard n'était plus seulement grave. Il était chargé d'une émotion qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Oui, parce que vous êtes devenue la seule personne à laquelle je fais réellement confiance. Blanche resta pétrifiée. René, je ne mérite pas une telle confiance. Je ne suis qu'une femme simple, sans éducation noble, sans influence. Il s'approcha, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. Vous êtes la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis des années. Votre simplicité est une force, votre regard ne ment jamais. Et sa voix se fit plus basse, presque un souffle. Je ne peux pas vous perdre, ni vous, ni votre fils. Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. Dites-moi ce que je peux faire. René la regarda longuement, comme s'il cherchait dans son visage la confirmation d'un choix qu'il n'osait pas encore nommer. Il existe dans ses archives un registre très particulier. Un registre que seul mon père connaissait avant moi. Il contient des informations sur les premières années de l'entreprise. Des noms, des secrets, des alliances que beaucoup voudraient voir disparaître ou réapparaître. Il indiqua une étagère en hauteur. Si nous le trouvons, nous trouverons peut-être la clé de tout cela et aussi le nom de celui qui nous menace. Blanche sentit un mélange de peur et de détermination. Alors cherchons-le, ensemble. René posa une main sur son bras. Vous êtes sûr, si vous lisez ces pages, vous porterez un poids que je ne voudrais pour personne. Elle posa sa main sur la sienne. René, je suis déjà impliqué. Sans vous, Étienne ne serait peut-être plus là. Alors laissez-moi vous aider. Comme vous nous avez aidés, mon fils et moi. Le murmure de leur voix semblait flotter entre les dossiers poussiéreux. Un moment suspendu, fragile, mais vibrant d'une intimité nouvelle. Ils commencèrent à chercher. René montait sur l'échelle pour atteindre les dossiers en hauteur, tandis que Blanche fouillait les étagères du bas, minutieusement. Plusieurs fois, leurs doigts se frôlèrent au détour d'un document, déclenchant un frisson délicat qui faisait battre le cœur de Blanche plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Après de longues minutes, René s'immobilisa soudain. Je crois que je l'ai trouvé. Il descendit lentement de l'échelle, tenant un registre épais relié de cuir sombre. Il le posa sur la table avec précaution. Blanche retint son souffle. « Ouvrez-le » murmura-t-elle. René tourna la première page. Les écritures anciennes, les notes marginales, les lignes de compte, tout semblait confirmer l'importance du document. Mais soudain, un nom attira leur attention. Un nom entouré d'un trait nerveux, écrit d'une autre main. Blanche sentit son sang se glacer. Ce nom, je l'ai entendu quelque part. René hocha la tête, ses traits se durcissant. Oui, ce nom appartient à l'un de mes associés les plus influents, un homme qui se prétend mon ami depuis de nombreuses années. Il referma le registre brusquement, comme si la vérité contenue entre ces pages brûlait sa peau. Blanche, ce que nous venons de découvrir pourrait changer tout le destin de cette maison. Elle posa doucement une main sur son bras. Alors nous ferons face, ensemble. René se tourna vers elle, ses yeux sombres, animés d'une intensité bouleversante. Ensemble,
répéta-t-il dans un souffle chargé d'émotion. Ils restèrent ainsi un long moment, les regards enlacés dans un silence vibrant, presque sacré. Mais soudain, un bruit sec résonna derrière la porte des archives, comme si quelqu'un dans l'ombre les avait écoutés. Blanche sursauta. René posa instinctivement un bras protecteur devant elle. « Restez derrière moi », murmura-t-il. La lumière unique de la lampe sembla vaciller. Le silence devint lourd. Et Blanche comprit que les secrets de cette maison n'étaient pas seulement enfouis dans des dossiers. Ils étaient vivants et prêts désormais à se défendre. Le lendemain matin se leva avec une clarté trompeuse, comme si le soleil avait décidé d'envelopper Paris d'une douceur illusoire. Pourtant, pour Blanche, cette lumière ne parvenait pas à apaiser la tourmente qui grondait dans son cœur. Ce qui s'était passé dans les archives, ce registre découvert, ce nom entouré d'un trait fébrile, tout cela résonnait encore dans son esprit. Elle n'avait presque pas dormi, hantée par le bruit derrière la porte, par cette présence invisible qui semblait frôler les murs de la maison. Et pourtant, malgré la peur, une autre sensation continuait de brûler doucement en elle. Les mots de René, son regard, sa main posée sur la sienne avec une tendresse à peine contenue. Elle descendit les escaliers avec lenteur, encore enveloppée par l'écho de cette proximité. Le parquet lustré reflétait les premiers rayons du soleil et l'hôtel Vauclair, d'ordinaire si imposant, paraissait fragile, presque vulnérable. Dans la galerie, elle croisa Rose qui accourut vers elle. « Blanche, vous allez bien? Vous avez l'air pâle. »« Ce n'est rien, » murmura Blanche. « Je suis simplement fatiguée. » Rose sembla hésiter avant d'ajouter à voix basse « Madame Lenoir est arrivée il y a quelques minutes. Elle a demandé à voir Monsieur de Vauclair en privé. » Blanche sentit un pincement violent au creux de l'estomac. « Maintenant ? » ?»« Oui. » Et elle avait l'air furieuse. La peur, le doute, la jalousie, tous ces sentiments se mêlèrent en elle comme un tourbillon auquel elle ne s'attendait pas. Elle murmura quelques mots d'excuse à Rose et continua son chemin, mais chaque pas lui semblait plus lourd. En passant devant le salon bleu, elle aperçut la porte entr'ouverte. Des voix, l'une glaciale, l'autre tendue. « René, je vous préviens, si vous continuez à protéger cette femme, vous allez perdre bien plus que votre entreprise. » Blanche s'immobilisa. « Augustine !» La voix de René répondit, ferme. « Je n'ai de compte à rendre à personne concernant mes choix. »« Vos choix ?» répliqua Augustine avec un rire méprisant. « Vous mettez en péril votre réputation pour une employée, une couturière, une mère célibataire que vous avez ramassée dans les rues de Montmartre ?» Blanche sentit son cœur se briser une seconde. Elle recula d'un pas, la gorge serrée, mais n'eut pas la force de s'éloigner davantage. « Vous ne savez rien d'elle, » répondit René, la voix glaciale. « Oh, si !» siffla Augustine. « Je sais qu'elle pourrait détruire tout ce que vous avez construit. Je sais qu'elle est en train de s'immiscer dans vos affaires, dans votre vie, dans votre cœur. Et je sais que les gens parlent déjà. » René éleva légèrement la voix. « Laissez mon cœur hors de vos menaces. » Un silence. Puis Augustine, plus pernicieuse encore, « Vous croyez qu'un homme tel que vous peut se permettre d'aimer une femme comme elle ?» Le souffle de Blanche se bloqua. Aimer, ce mot flotta dans son esprit comme une flamme fragile. Était-ce possible? Était-ce réel? Elle sentit alors une présence derrière elle. Charvet. Le majordome l'observait avec un mélange de gravité et de compassion. « Mademoiselle Morel, il vaut mieux ne pas rester ici. » Blanche hocha la tête, incapable de répondre. Elle s'éloigna, le cœur battant trop vite, et se réfugia dans la bibliothèque, ce lieu désormais associé aux confidences dangereuses et aux émois inexplicables. Elle resta là, immobile, tentant de calmer le tumulte en elle. Quand la porte s'ouvrit brusquement, elle sursauta. René entra, le visage tendu, l'air bouleversé. En la voyant, il se figea, comme si sa colère s'évaporait instantanément. « Blanche !» murmura-t-il. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « J'ai entendu une partie de votre conversation avec Madame Lenoir. » Un voile d'inquiétude traversa les yeux de René. « Je suis désolé. Vous n'auriez jamais dû entendre ces paroles. »
Ce n'est pas ces paroles qui m'ont blessé, répondit Blanche d'une voix tremblante. C'est de comprendre que ma présence ici peut vous nuire, que je suis devenue une faiblesse aux yeux du monde. René s'approcha lentement, comme s'il craignait de la brusquer. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui êtes une faiblesse. Il s'arrêta à un souffle d'elle. C'est ce que je ressens pour vous qui me rend vulnérable. De Blanche releva brutalement la tête, bouleversée. René, il posa sa main sur son bras, un effleurement d'une douceur infinie. Blanche, depuis que vous êtes entrée dans cette maison, je sens renaître en moi une émotion que je croyais perdue à jamais, une émotion que je n'ai plus le droit d'ignorer. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Ne dites pas cela. Vous savez que cela ne ferait qu'attirer davantage de regards, plus de rumeurs, plus de dangers. Je m'en moque, répondit-il. Je me moque du monde entier si ce monde vous fait du mal. Elle posa sa main sur la sienne, instinctivement. Vous ne devriez pas. Et pourtant, murmura-t-il, je ne peux pas faire autrement. Un silence brûlant les enveloppa. La tension entre eux était telle qu'il aurait suffi d'un pas, d'un souffle, d'une seconde pour que tout bascule. Mais René ferma brièvement les yeux, comme pour maîtriser une impulsion trop forte. Blanche, il faut que je vous parle de cet associé dont le nom figurait dans le registre. Elle essuya rapidement sa larme et acquiesça. Je vous écoute. René inspira profondément. Il s'agit de Victor Delambre. Un homme influent, respecté, admiré par certains, mais qui, depuis quelque temps, semblait prendre des décisions que je ne comprenais plus. Il a rejoint l'entreprise il y a plusieurs années. C'était un ami de mon père. Je lui ai fait confiance. Peut-être trop. Il pourrait être celui qui vous menace, demanda Blanche. Ou celui qui protège quelqu'un qui me menace, répondit René, sombre. Il reprit. Les documents que nous avons trouvés, il porte sa signature. Ou plutôt, une signature imitée. Je dois vérifier encore, mais si Delambre est lié à cette falsification, alors il possède un mobile puissant pour tenter de me faire tomber. Blanche sentit un frisson. Mais pourquoi impliquer Étienne? Pourquoi s'en prendre à un enfant? René serra lentement la mâchoire. Parce que la lâcheté n'a pas de limite quand elle vient d'un homme prêt à tout pour le pouvoir. Et parce qu'il a compris que vous étiez devenu pour moi bien plus qu'une simple employée. Elle baissa les yeux, émue et troublée. « René, ne niez pas ce que vous ressentez, » murmura-t-il. « Je lis vos émotions dans chacun de vos regards, dans la façon dont vous me parlez, dont vous vous inquiétez de moi. » Il se rapprocha encore. « Dites-le-moi, Blanche, dites-moi que vous ressentez au moins une part de ce que je ressens pour vous. » Le cœur de Blanche tambourinait si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Elle approcha doucement sa main du visage de René, hésitant une seconde, puis effleura sa joue. « Oui, René, je le ressens, je ne peux plus le nier. » Il ferma les yeux sous ce contact. « Blanche !» Leurs souffles se frôlèrent. La frontière entre eux vacillait dangereusement. Mais soudain, un bruit violent retentit à l'extérieur de la bibliothèque. Des voix. Une agitation soudaine, des pas précipités. René se redressa instantanément, son regard redevenant alerte. Quelque chose se passe. Il ouvrit la porte et aperçut Charvet accourant, essoufflé. « Monsieur, un garde de la propriété a intercepté un messager. Il portait une lettre destinée à vous. » René jeta un regard inquiet à Blanche. « Venez, vous devez entendre cela. » Ils suivirent Charvet jusqu'au bureau de René. Les battements de cœur de Blanche résonnaient dans ses oreilles. Une fois dans la pièce, René saisit l'enveloppe, brisa le sceau et déplia la lettre. Le silence qui suivit fut terrible. Blanche, terrifiée, demanda « Qu'est-ce qu'elle dit, René ?» Il releva les yeux vers elle, l'expression assombrie. Le messager affirme avoir été payé pour livrer un avertissement. Une seule phrase. Il inspira profondément. L'enfant n'a été qu'un début. La prochaine fois, c'est elle que nous prendrons. Blanche porta une main tremblante à sa bouche, étouffant un cri. René avança d'un pas, ses mains saisissant les épaules de Blanche avec une force protectrice. « Tant que je respirerai, personne ne vous touchera. Je vous le jure, Blanche. Personne. » Il la serra contre lui, comme si le monde autour menaçait de s'effondrer.
Et Blanche comprit alors, avec une certitude brûlante, que son destin venait de se lier définitivement à celui de René Vauclair, pour le meilleur et pour le pire. La maison semblait plus silencieuse que jamais, comme si les murs eux-mêmes s'étaient accordé une trêve avant la tempête. Blanche n'avait pas quitté Étienne des yeux depuis l'avertissement reçu. Elle tentait de lui parler avec douceur, de le distraire avec un jeu simple, un livre d'images prêté par Rose, mais son esprit restait tendu, à l'affût du moindre bruit. Chaque craquement du parquet, chaque souffle venu d'un couloir lointain lui rappelait que la menace n'était plus une ombre vague. Elle avait un dessein, une cruauté, une patience. Dans la chambre, Étienne s'était installé sur le tapis, les jambes croisées, l'air sérieux comme un petit homme. Il tenait le livre à l'envers et fronçait les sourcils, comme s'il voulait, par pure volonté, forcer les images à lui livrer leurs secrets. « Maman, pourquoi tu as les yeux tristes ?» demanda-t-il soudain sans lever la tête. Blanche sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla près de lui, posa une main sur ses cheveux. « Mes yeux ne sont pas tristes, mon ange. Ils sont seulement fatigués. » Étienne la regarda, et dans ce regard d'enfant, il y avait une lucidité qui la bouleversa. Il approcha sa petite main de son visage et toucha sa joue avec une douceur maladroite. « Quand René est là, tu respires mieux, » murmura-t-il. Blanche resta figée un instant, comme si l'enfant avait posé des mots sur une vérité qu'elle n'osait pas prononcer. Elle avala sa salive. « René est quelqu'un de bon, » répondit-elle simplement. On frappa alors à la porte. Blanche se redressa avec un sursaut, mais la voix qui s'éleva était celle de Rose, rassurante, presque tremblante elle-même. « Blanche, on vous demande en bas, Monsieur de Vauclair. Il a dit que vous deviez venir avec l'enfant. » Tout de suite, le sang de Blanche se glaça. Elle serra Étienne contre elle. « D'accord, nous arrivons. » Elle descendit l'escalier en tenant la main de son fils si fort que l'enfant finit par la regarder, surpris. Lorsqu'ils atteignirent le grand hall, elle aperçut René près de la cheminée, en habit sombre, le visage plus ferme que d'ordinaire. À ses côtés se trouvait Charvet, raide et vigilant, et un homme que Blanche ne connaissait pas. Un inspecteur en manteau gris, au regard attentif, discret, mais incontestablement déterminé. René s'approcha immédiatement. Son regard glissa sur Étienne, puis revint à Blanche, avec une intensité protectrice. « Merci d'être venu. Vous êtes en sécurité ici, mais je ne veux plus que vous restiez dans l'ignorance. » Blanche sentit ses lèvres trembler. « René, qu'est-ce que vous avez décidé ?» Il posa sa main sur la sienne, sans se soucier des yeux présents. Ce contact était calme, mais chargé d'une promesse. « J'ai décidé que tout cela devait se terminer aujourd'hui. » L'inspecteur fit un léger signe de tête. « Inspecteur Moreau, mademoiselle, Monsieur de Vauclair m'a transmis des éléments sérieux. Nous allons procéder avec prudence, mais nous allons agir. » Blanche inspira, cherchant à comprendre. « Agir? Comment ?» René la guida vers le petit salon vert. Le feu y crépitait doucement, comme s'il voulait réchauffer les ombres qui s'accumulaient. René ferma la porte, puis se tourna vers elle. « Victor Delambre viendra ce matin. Je lui ai fait savoir que je souhaitais une discussion privée à propos d'une réorganisation de l'entreprise. Il pensera que j'ai enfin cédé à certaines pressions. » Blanche sentit un frisson. « Vous allez le provoquer. »« Non, » répondit René, la voix basse. « Je vais lui offrir l'occasion de se trahir. Il croit que je suis seul, que je suis affaibli. Il croit que mon deuil m'a rendu aveugle. Il ignore que la vérité existe, qu'elle est là, à portée de main. » Blanche baissa les yeux vers Étienne, qui regardait les flammes avec fascination, inconscient du piège tendu. « Et si c'est dangereux ?» René s'approcha davantage, assez près pour que Blanche sente la chaleur de sa présence, assez loin pour respecter la fragilité de son souffle. « C'est dangereux depuis le premier jour où quelqu'un a osé vous menacer. Depuis le premier jour où quelqu'un a jugé qu'une mère et son enfant pouvaient servir d'outil. Je ne supporterai plus cela. » Ses yeux s'adoucirent soudain. « Blanche, je veux que vous me fassiez confiance jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous ne quitterez pas cette pièce sans être entourée. Charvet restera près de vous. L'inspecteur aussi. Personne ne vous approchera. »
Blanche hocha la tête, mais son cœur battait trop fort. René, et si Delambre, s'il tente quelque chose, coupa René avec une froideur maîtrisée, il sera arrêté avant même de comprendre que je l'ai démasqué. Ils restèrent un instant silencieux. Blanche sentit une boule se former dans sa gorge, une émotion plus vaste que la peur. Elle posa sa main sur le revers de l'habit de René, comme pour se convaincre qu'il était réel, qu'il était là. « Pourquoi vous mettez-vous en danger pour moi ?» René ferma les yeux une seconde, comme s'il avait attendu cette question depuis longtemps. « Parce que vous n'êtes plus, pour moi, comme un devoir. Vous êtes une nécessité. » Blanche sentit ses yeux s'humidifier. Elle voulut parler, mais aucun mot ne semblait assez grand. La porte s'ouvrit doucement. Charvet entra et annonça d'une voix posée. « Monsieur, Madame Lenoir est dans le vestibule. Elle insiste pour vous voir. » Une tension traversa le visage de René, puis son regard se posa sur Blanche avec une douceur grave. « Restez ici, je reviens. » Il sortit, laissant Blanche avec Étienne, Charvet et l'inspecteur. Blanche fit quelques pas vers la fenêtre, le cœur serré, tandis que l'inspecteur Moreau observait calmement les couloirs comme un homme habitué au drame. Quelques minutes plus tard, des voix s'élevèrent, étouffées par les murs, mais assez distinctes pour que Blanche perçoive l'acidité d'Augustine, cette manière d'empoisonner l'air sans hausser le ton. Puis, soudain, un silence lourd, comme celui d'une porte qui se referme sur un mensonge. René revint. Son visage était dur, mais sa voix resta calme. Elle cherchait à me faire reculer, à me persuader que je devais vous éloigner pour préserver mon nom. Blanche pâlit. « Et qu'avez-vous répondu ?» René s'approcha. Il regarda Étienne, puis posa ses yeux sur Blanche avec une détermination presque tendre. « J'ai répondu que mon nom n'a aucun sens si je l'utilise pour couvrir la lâcheté. » Blanche sentit son souffle se briser. Étienne, comme s'il pressentait l'importance du moment, s'agrippa à la jupe de sa mère. On frappa alors à la porte du salon vert. La voix de Charvet se fit entendre, plus basse. « Monsieur Delambre est arrivé. » L'inspecteur Moreau bougea à peine, mais sa présence sembla soudain remplir la pièce. René inspira profondément, comme un homme qui s'avance vers une falaise sans détourner les yeux. « Très bien, qu'il entre dans mon bureau. » Le temps se figea. Blanche sentit son cœur marteler sa poitrine. Elle serra la main d'Étienne, puis s'assit, le dos droit, comme si sa dignité était la seule armure qu'elle possédait encore. René quitta le salon, et dans l'instant où la porte se referma, Blanche eut l'impression que l'air devenait plus froid. L'inspecteur se plaça près de l'entrée, Charvet près de la fenêtre. Étienne regardait les deux hommes avec une curiosité inquiète. « Maman, c'est un jeu ?» chuchota-t-il. Blanche força un sourire. « Un jeu sérieux, mon ange, mais tout ira bien. » Les minutes qui suivirent furent longues, étirées comme une corde prête à rompre. Puis, soudain, des éclats de voix éclatèrent au loin, des mots nets, coupants, comme des lames. Blanche se leva d'un bond. « René !» L'inspecteur Moreau leva une main pour lui indiquer de rester, mais Blanche ne put s'en empêcher. Elle s'approcha de la porte, l'oreille tendue. La voix de René résonnait, ferme. « Vous avez falsifié ces documents. Vous avez tenté de me faire porter la faute. Et vous avez osé faire de la peur d'une mère un outil. » Une voix plus grave répondit, feignant l'indignation. « Vous délirez vos clercs. Vous êtes ébranlés. Vous cherchez un coupable parce que vous ne savez plus diriger. » Un bruit sec, comme celui d'un dossier jeté sur une table. « Regardez, » dit René. Silence, puis un souffle, un frémissement dans le ton de l'autre homme, presque imperceptible, mais réel. « Ce registre, comment l'avez-vous ?»« Assez, » coupa René. Blanche sentit ses jambes trembler. L'inspecteur posa doucement une main sur son avant-bras. « Restez ici, mademoiselle. » Mais au même instant, un cri déchira le couloir. Un cri aigu, paniqué. La voix de Rose. « Au jardin, quelqu'un emporte l'enfant. » Blanche ne réfléchit pas. Tout son corps se jeta en avant. « Étienne !» Le monde bascula en une seconde. Elle se précipita dans le couloir, suivie par Charvet et l'inspecteur.
Étienne avait glissé sa main hors de la sienne dans le mouvement, attiré par la peur, et Blanche le vit courir maladroitement vers l'escalier, comme s'il cherchait à comprendre. Son sang se glaça, le danger était là, au cœur de la maison. En bas, dans le vestibule menant au jardin intérieur, une silhouette masculine tentait de tirer un enfant vers la porte latérale. Mais ce n'était pas Étienne. Blanche s'arrêta net, le souffle coupé, la fillette de la nuit de pluie, celle qu'elle avait sauvée. La petite portait une robe claire, ses cheveux attachés avec un ruban. Elle se débattait, les yeux agrandis par la peur. « Lâchez-moi » cria-t-elle d'une voix cassée. Blanche comprit alors. Cet enfant appartenait réellement à René. Et si on l'emportait, on l'emporterait avec une menace plus grande encore, briser le peu de lumière qui lui restait. Une voix résonna derrière Blanche, pleine d'une colère glaciale. « Marguerite !» René venait d'apparaître, le regard d'acier, le corps tendu comme un arc. Il se jeta en avant. L'inspecteur aussi. La silhouette tenta de fuir, mais Charvet lui barra le passage avec une rapidité impressionnante. L'homme trébucha et Marguerite se libéra d'un coup, courant droit vers René. René la saisit dans ses bras avec une force tremblante. « Ça va, mon cœur, ça va !» Marguerite pleurait, secouée. Elle enfouit son visage contre sa poitrine. « J'ai eu peur. » Blanche, pétrifiée, sentit une douleur étrange la traverser. René avait une enfant. Il ne l'avait jamais cachée par mensonge, mais par protection, par pudeur, par deuil. Cette réalité, loin de l'éloigner de lui, l'émut profondément. Elle vit dans son geste une tendresse totale, une paternité vraie, et cette vision fit naître en elle une admiration presque douloureuse. L'homme fut plaqué au sol par l'inspecteur Moreau. René leva les yeux, et dans ce regard, Blanche vit le feu d'un père prêt à tout. « Qui vous a envoyé ?» lança l'inspecteur. L'homme hésita, puis cracha au sol, refusant. Au même instant, Victor Delambre apparut dans l'embrasure du corridor menant au bureau. Son visage était blême, ses yeux fuyants. Il voulait reculer, mais la vérité l'encerclait déjà. René se redressa, Marguerite toujours serrée contre lui. « Ce n'est pas Étienne qu'il voulait prendre, » dit-il d'une voix basse, terrible. « C'était ce que j'ai de plus précieux, et ils ont choisi l'enfant parce qu'ils savent que cela me brise. » Delambre tenta une ultime façade. « Vous ne prouverez rien. » René fit un pas, et Blanche sentit son propre cœur se soulever à la violence contenue de sa voix. « Si, parce que vous avez commis l'erreur de croire que je serais seul. Vous avez oublié que la loyauté existe encore. Vous avez oublié qu'une mère courageuse peut voir à travers les masques. » Delambre recula. L'inspecteur s'approcha, sortit calmement un papier. « Victor Delambre, vous êtes accusé de falsification, de tentative d'extorsion et de complicité d'enlèvement. Vous nous suivrez. » Le visage de Delambre se décomposa. Il tenta de protester, mais sa voix se brisa. La maison entière semblait le rejeter. Lorsque l'inspecteur l'emmena, René resta immobile un instant, Marguerite contre lui, comme si l'adrénaline refusait de quitter son corps. Puis il tourna la tête vers Blanche. Son regard la chercha, la trouva, s'y accrocha. Blanche s'avança sans même s'en rendre compte. Étienne, derrière elle, s'était rapproché aussi, les yeux ronds, bouleversé par la scène. René s'agenouilla, posa doucement Marguerite à côté de lui. La fillette essuya ses larmes du revers de sa manche et observa Blanche avec une curiosité intense. René tendit la main vers Étienne. « Viens, champion !» Étienne hésita, puis avança, attiré par cette voix qui n'avait jamais menti. René posa une main sur sa tête, doucement, avec une tendresse qui fit trembler Blanche. « Je suis désolé que la peur vous ait poursuivi jusqu'ici. Je vous avais promis la sécurité, et pourtant, ils ont osé franchir ma porte. » Blanche sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle secoua la tête. « Vous les avez arrêtés. Vous avez protégé tout le monde. » René se releva. Il regarda Blanche comme un homme qui a failli perdre ce qui compte et qui comprend enfin qu'il ne peut plus se taire. « Blanche, je ne veux plus vivre avec des demi-mots. Je ne veux plus vous protéger de loin, comme si vos émotions étaient un danger. Je veux vous protéger de près, avec vérité. Avec honneur. » Blanche sentit son souffle se bloquer. « René !» Il prit ses mains dans les siennes.
Ses doigts tremblaient à peine, comme si la force qu'il affichait devant le monde laissait ici place à l'homme. « Je vous aime. Pas d'un amour léger, pas d'un caprice né d'une solitude. Je vous aime parce que vous êtes courageuse, parce que vous êtes digne, parce que vous êtes la seule présence qui ait su traverser mon deuil sans l'insulter. Je vous aime parce que votre regard a réveillé en moi la vie. » Le monde sembla se retirer. Blanche entendit seulement le battement de son propre cœur. Elle sentit les larmes couler sans honte. « René, je me suis juré de ne plus croire aux promesses, » murmura-t-elle. « La vie m'a trop souvent appris à me méfier. Mais quand vous me regardez, je sens que je pourrais enfin respirer sans peur. » René approcha sa main de son visage, effaça une larme avec une douceur infinie. « Alors laissez-moi être votre refuge, non plus comme un protecteur, mais comme un homme qui vous choisit. Devant Dieu, devant le monde, devant vos peurs, je vous choisis, Blanche Morel, et je choisis votre fils. » Blanche porta une main à sa bouche, suffoquée par l'émotion. Elle sentit Étienne se presser contre sa jambe, comme s'il comprenait que quelque chose de grand se décidait. Marguerite, encore tremblante, leva les yeux vers Blanche et s'approcha timidement. Elle toucha le bout de la manche de Blanche. « Vous êtes celle qui m'a sauvée, hein ?» Blanche s'agenouilla à son tour, avec une douceur bouleversée. « Oui, mon cœur, mais c'est toi qui as été courageuse aujourd'hui. » Marguerite hésita, puis, dans un élan d'enfant qui ne calcule pas, elle glissa sa petite main dans celle de Blanche. « Papa est triste depuis longtemps, » dit-elle, la voix cassée. « Quand vous êtes là, il a l'air moins froid. » Blanche sentit son âme se fendre d'émotion. René ferma les yeux une seconde, comme frappé au cœur par la vérité de sa fille. Il reprit la main de Blanche, et dans ce geste, il y avait la promesse d'une famille recomposée par la tendresse, non par le sang. « Blanche, acceptez-vous de devenir ma femme ?» Les mots tombèrent dans le hall comme une prière. Blanche resta immobile un instant, prise entre le vertige et la beauté. Puis elle répondit dans un souffle qui ressemblait à une renaissance. « Oui, je l'accepte. » René la serra contre lui, sans brutalité, sans possession, comme on serre ce qu'on a failli perdre. Blanche sentit la chaleur de son cœur, la force de sa respiration. Rien d'érotique, rien de déplacé, seulement l'abri d'une étreinte qui disait enfin la vérité. Autour d'eux, Charvet baissa légèrement la tête, comme s'il assistait à quelque chose de plus grand que le protocole. Rose essuya discrètement une larme au bord du couloir. Même la maison, dans son silence, semblait se relâcher. Plus tard, lorsque la porte se referma sur la dernière présence menaçante, René conduisit Blanche vers le salon vert. Il y avait là une paix nouvelle, fragile, mais réelle. Il prit une enveloppe scellée, la posa sur la table, puis se tourna vers elle. « J'ai déjà demandé à mon notaire de préparer les actes nécessaires pour protéger Étienne de toute atteinte. Il n'y aura plus jamais de porte ouverte sur une ruelle pour lui, plus jamais de nuit sans certitude. » Blanche porta sa main à sa poitrine bouleversée. « René, je n'ai rien à vous offrir, sinon mon cœur et mes cicatrices. » Il sourit, un sourire enfin libre. « C'est tout ce que je veux. Et je vous offre le mien, avec ses failles. Nous ne serons pas parfaits, Blanche, mais nous serons vrais. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Alors promettez-moi une chose. Tout. » Blanche posa sa paume sur son cœur, là où battait la vie qu'il avait cru perdue. « Promettez-moi que même quand le monde nous jugera, vous ne regretterez jamais de m'avoir choisi. » René prit sa main, la porta à ses lèvres sans l'embrasser, simplement en la réchauffant de son souffle, comme un serment délicat. « Je ne regretterai jamais, parce que ce choix, c'est la première victoire de ma vie qui ne soit pas faite d'or, mais de vérité. » Blanche ferma les yeux un instant. Elle sentit Étienne s'approcher, puis la petite main de son fils se glisser dans la sienne. Marguerite, de l'autre côté, fit de même, timide mais résolue. Et dans ce geste simple, sans couronne ni éclat, Blanche comprit que la protection promise n'était pas seulement celle d'un magnate veuf. C'était la protection d'un amour qui avait traversé le deuil, les mensonges, les menaces, et qui, enfin, avait osé se montrer au grand jour.
Cette année avait passé depuis cette journée où la peur avait cédé la place à la vérité, où les ombres s'étaient dissipées devant la volonté d'un homme et le courage d'une femme. Cette année durant lesquelles Paris avait changé, grandissant avec ses progrès, s'illuminant de nouvelles avenues, de cafés animés, de tramways qui glissaient comme des promesses d'avenir. Pourtant, dans le cœur de certains, les changements les plus profonds n'étaient pas ceux des rues, mais ceux des âmes. L'hôtel Vauclair, autrefois marqué par le deuil, résonnait désormais de rires d'enfants. Le jardin, longtemps silencieux, avait retrouvé un éclat qu'il n'avait plus connu depuis la jeunesse de René. Des fleurs plantées par Blanche, des allées dégagées pour les jeux, et un banc en pierre où deux enfants s'amusaient à inventer des histoires plus grandes qu'eux. Marguerite, devenue une jeune fille de 12 ans, lisait un roman illustré à haute voix pour amuser son frère cadet, Julien, un petit garçon de 5 ans qui imitait chaque émotion de sa sœur avec un sérieux attendrissant. À quelques pas de là, Étienne, qui avait maintenant 10 ans, s'appliquait à dessiner l'une des statues du jardin, concentré comme s'il souhaitait capturer dans ses traits la mémoire du passé. Son talent avait surpris toute la maisonnée. Il dessinait comme s'il avait un fil invisible reliant ses doigts à son cœur. Blanche observait cette scène depuis la terrasse. Ses cheveux avaient légèrement éclairci avec les années sans perdre leur douceur, et son regard possédait désormais cette sérénité particulière des femmes qui ont traversé les tempêtes et trouvé un port sûr. Elle portait une robe ivoire simple mais élégante, et dans ses gestes, dans sa posture, dans sa respiration même, on devinait une femme enfin chez elle. René la rejoignit en silence. Malgré les années, son allure restait celle d'un homme d'influence, mais son regard, autrefois si sombre, avait gagné une lumière plus douce. Il se plaça derrière elle, passa un bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule dans un geste devenu naturel avec le temps. « Ils grandissent trop vite », murmura-t-il en observant les enfants. Blanche sourit. « Oui, et pourtant, j'ai l'impression que c'était hier que Marguerite me regardait comme si j'allais lui voler son père. » René rit doucement. Elle dit encore que c'est toi qui nous as appris à respirer de nouveau. Un souffle d'émotion passa dans le regard de Blanche. Et toi, René, est-ce que tu respires toujours mieux après toutes ces années? Il l'embrassa légèrement sur la tempe. Je respire parce que tu es là. Rien n'a changé, rien ne changera. Leur amour, loin de s'être affaibli, s'était approfondi. Ils avaient traversé des nuits de doute, des journées de surcharge de travail, des tensions politiques et quelques murmures persistants de la haute société. Mais ils avaient résisté à tout cela ensemble. Leur mariage, célébré 2 ans après les événements dramatiques, avait été simple, par choix. Ils ne voulaient pas de faste, seulement d'authenticité. Victor Delambre, quant à lui, avait payé le prix fort de ses manœuvres. Condamné pour falsification, extorsion et complicité d'enlèvement, il avait été destitué de toutes ses fonctions et envoyé dans un pénitencier du Nord. Lorsque la nouvelle était tombée, certains avaient murmuré que c'était trop sévère. D'autres, qu'un homme prêt à instrumentaliser la peur d'une mère ne méritait aucune indulgence. L'histoire l'avait oublié aussi vite qu'elle l'avait jugé. Le monde avance. Et ceux qui ont semé le mal disparaissent dans l'ombre qu'ils ont eux-mêmes créée. Quant à Augustine Lenoir, la société parisienne l'avait accueillie un temps, avant de se lasser de ses intrigues et de ses phrases acerbes. Sa chute ne fut pas brutale, mais lente, presque élégante. Invitation qui cesse d'arriver, sourire poli mais distant, regard qui glisse sans s'arrêter, le monde parfois sait reconnaître ses faux éclats. Blanche observa les enfants courir vers la statue centrale. Étienne avait posé son carnet pour rejoindre Marguerite et Julien dans un jeu improvisé. Elle ne pouvait s'empêcher d'être émue par cette fraternité née sans lien de sang, mais tissée par des années d'amour et de présence. « Julien ressemble énormément à toi », murmura Blanche en regardant leur fils. René sourit, fier et ému. « Mais il a ta douceur et ta patience. Ce garçon pourrait apaiser une tempête. » Il ajouta avec un rire léger. « Marguerite dit qu'il deviendra soit artiste, soit diplomate. » Blanche répondit. « Elle deviendra peut-être les deux à la fois. » Ils restèrent un moment silencieux.
profitant du calme rare qu'offrait cette matinée d'automne. Les feuilles orangées tourbillonnaient doucement dans l'air, la brise caressait le visage de Blanche et apportait avec elle un parfum de terre humide et de souvenirs. « Tu sais, » dit soudain René, « parfois je repense à la nuit où tu as sauvé Marguerite. Si tu n'avais pas été là, si le destin n'avait pas décidé de croiser nos chemins... » « René, » murmura Blanche en posant une main sur sa joue, « ne regarde pas en arrière avec crainte. Tout ce qui devait arriver est arrivé. » Il ferma les yeux sous ce geste, savourant la tendresse. « Tu as raison, mais permets-moi de remercier encore une fois le ciel de t'avoir placé sur ma route. » Elle l'embrassa doucement, délicatement, comme on dépose un secret sur les lèvres de celui qu'on aime. « Et moi, je remercie chaque jour le ciel d'avoir transformé mes peurs en un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer. » Dans le jardin, les enfants éclatèrent d'un rire aussi pur que le tintement d'un cristal. Marguerite courait après Julien en faisant semblant d'être un géant, tandis qu'Étienne, fidèle à son calme, tentait de les raisonner sans parvenir à cacher son sourire. Blanche regarda cette scène avec une émotion si profonde qu'elle sentit sa respiration vaciller. « Tu crois qu'ils seront heureux ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Je crois, » répondit René, « qu'un amour né de la lumière et non de l'ambition engendre toujours le bonheur. Tu leur as donné cela, et tu me l'as donné à moi aussi. » Blanche serra doucement sa main. « Nous leur avons donné cela, René, à deux. » Le soleil perça un nuage, illuminant le jardin, les enfants, la statue, et l'instant tout entier devint une peinture vivante. La vie avait été dure, cruelle parfois, mais aujourd'hui, en cet instant, Blanche sentit une paix profonde l'envahir. Ils avaient construit un foyer, ils avaient guéri les blessures anciennes, ils avaient trouvé dans les ruines du passé un amour qui résistait au temps. Elle posa sa tête contre l'épaule de René. « 7 ans, » murmura-t-elle. « 7 années de lumière, » répondit-il doucement. Et tandis que les cloches d'une église lointaine sonnaient midi, le vent sembla porter vers eux une dernière promesse, silencieuse mais certaine. Leur histoire, née sous la pluie, avait trouvé son éternité sous le soleil. Au terme de cette histoire, peut-être avez-vous senti, vous aussi, que certaines batailles du cœur ne se gagnent ni par la force ni par la richesse, mais par la persévérance, la confiance et le courage d'aimer malgré la peur. Blanche et René nous rappellent que même lorsque tout semble perdu, une rencontre peut changer une vie, une main tendue peut réécrire un destin, une vérité révélée peut briser les chaînes les plus anciennes. Et l'amour, lorsque deux âmes choisissent de s'y abandonner pleinement, peut devenir un refuge plus solide que n'importe quel palais. Si cette romance vous a touché, si vous avez ressenti ce frisson d'émotion qui traverse parfois le cœur sans prévenir, je vous invite à me le dire en commentaire. Qu'avez-vous pensé de l'évolution de Blanche, de la transformation de René, de cette famille recomposée avec douceur et courage? Votre voix est précieuse, votre regard enrichit chaque récit. Et pour remercier celles et ceux qui sont restés jusqu'à la dernière seconde de cette histoire, écrivez le mot « lumière » dans les commentaires. C'est le mot qui symbolise le chemin parcouru par ces personnages, celui qui va de l'ombre à l'espérance, du doute à l'amour, du danger à la renaissance. Ce simple mot m'aidera à voir qui a vécu ce voyage jusqu'au bout. Et il aidera aussi beaucoup à faire connaître cette chaîne. Si vous souhaitez soutenir l'équipe qui rend possible ces romances d'époque, je vous remercie du fond du cœur de laisser un super thanks du montant de votre choix. Votre geste, même le plus petit, nourrit notre travail, encourage la création et nous permet de continuer à offrir des récits aussi intenses et émouvants. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, sachez que votre présence compte déjà énormément. Partager cette histoire avec quelqu'un que vous aimez est une autre manière précieuse de nous aider et je vous en suis infiniment reconnaissante. Pour prolonger cette immersion romantique, n'hésitez pas à découvrir les autres récits que je vous laisse dans les fiches. Peut-être qu'une autre histoire fera battre votre cœur aussi fort que celle-ci. Merci d'être là. Merci de vivre ces émotions avec nous.